Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sacha et Quentin qui ont accepté de nous raconter leur histoire. Bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Sacha, tu as 30 ans. Tu vis à Paris avec Quentin et votre fille Yuna qui a 2 ans. Tu étais infirmière en réa néonatale, mais pendant ta grossesse, tu as eu le déclic. Tu as quitté l'hôpital et rejoint le club Poussette en tant que bénévole. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu as créé Par Essence pour faciliter un postpartum serein. C'est ça. J'ai rien oublié. Non. Trop bien. Donc Quentin, tu as 30 ans et dans la vie, tu es cadre de santé et fan de Final Fantasy X. Vous êtes ensemble donc depuis 10 ans, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ta description ? C'est fan de Final Fantasy. En général. Ah, pas 10. Non. Parce que le 7 est exceptionnel aussi. C'est ça. Là, tu vas le fâcher. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? On était au lycée et j'étais avec un ami de l'époque qui s'est vu se faire sauter dessus par une jeune fille habillée de toutes les couleurs possibles et imaginables, voire même celles qui ne le sont pas. Et du coup, c'est comme ça la première fois que j'ai vu Sacha. J'étais mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette nana ? Et elle, quand elle m'a vu, je crois que l'idée était plus ou moins était pas beaucoup plus positive. Elle est tombée sur un petit bonhomme d'un bon 1m40 à tout péter, affichant un bon 90 kilos à la pesée, les cheveux longs, enfin bref. T'avais les cheveux longs ? Ah, j'avais les cheveux jusque plus bas que le Je milieu suis preneur du dos. pour une photo après. Il avait les cheveux je- longs, il avait un bouc. Ah, ça J'adore. me- Oh là là. je suis fan. Il avait T'avais que des chemises vêtements très amples. hawaïennes ce genre de Alors trucs. non, j'étais pas Oh là là-dedans. là. Non, j'étais plus dans les grands sweats noirs. Ok. Avec écrit corne dessus, Ah, tu sais. genre black metal, ce genre de trucs. Ce genre de Stylé. choses. Ok. Donc voilà, ouais, la rencontre présageait rien de C'est très deux mondes bon à opposés, l'époque. genre. Et puis au fil du temps, on a eu des amis en commun, puis on a partagé des moments, puis d'autres, puis on s'est rapprochés, puis on est devenus amis, puis on a fini par devenir inséparables. C'est ça. Ça a mis combien de temps entre la première et... Un peu plus de 3 ans. D'accord. Parce que la toute première fois qu'on s'est aperçus, c'était en seconde. On a eu le même groupe de copains sur la première, je crois, et on s'est mis ensemble un peu moins d'1 an après la fin du lycée. Ok. Donc vers 18 ans 17 19. ans 19, Ouais, ok. 19 ans, parce qu'on est tous les deux des camps qu'on a tous les deux tout Et alors, avant ça, qu'est-ce qui a fait que deux personnes vraiment très différentes, limite opposées, puissent se rapprocher comme ça ? Le fait de se connaître. D'accord, pense. ok. Oui, en fait, ça a vraiment été du travail sur le long terme. Après, on a ni lui ni moi n'avions d'attirance du tout l'un pour l'autre. En Ouais. fait, c'est vraiment venu en se connaissant et Ok. en se rapprochant vraiment par l'amitié. Le groupe dans lequel on était, c'était un groupe très restreint et très très soudé. Et donc, en fait, on était tous très proches, mais avec Quentin, c'est parti d'une soirée où par hasard on a été tous les deux. C'est la première fois que ça arrivait en 3 ans d'amitié, tu vois. Et en fait, on a découvert qu'on avait plein de trucs en commun et on a commencé à parler non-stop, jusqu'à ce que du coup ça évolue, quoi. Ok. Non, moi je dirais ce qui m'a convaincu, c'est un soir où juste pareil, c'est une soirée entre amis. Et je sais, on est parti, mais on a un ami à nous qui est parti un peu en vrille, et on est parti dans un fou rire, mais pas possible avec Sacha. Et il était tellement persuadé qu'on se payait sa tête, alors que ça n'avait rien à voir, que du coup on rigolait, mais encore plus. Et Il est c'est vrai parti d'ailleurs. et il On a fini l'avait vexé, carrément il a par fini partir, par quoi. partir. Mais le truc, alors qu'on rigolait complètement à cause d'autre chose. Mais le truc, c'est qu'on s'est tellement bidonné, mais ça a duré 1h30, un truc Ouais. comme ça, où vraiment on était en fou rire, mais. Ouais, je serais peut-être parti aussi, moi. Et, Il l'a pas bien pris du tout. Non, hein. pas Non, trop. il l'a pas bien pris du Le tout. pauvre. Mais ouais, je crois que. Enfin, je sais pas, on s'était tellement marré à ce moment-là que. Enfin,
Je sais pas, je pense que c'est le plus important, quoi, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on puisse rigoler tout le temps de tout. Et c'est ça, moi, qui m'avait fait un déclic. Ouais. Et d'ailleurs, on se marre toujours. Le dernier fou rire qu'on a eu, c'était ce matin. C'est plutôt au présage de bonne santé dans votre couple. Bah ouais, ça va. A priori, ça va. Ouais. Fin du lycée, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez fait vos études chacun de votre côté? Non. Ok. Comment ça s'est passé alors après? Non, moi je suis pas aux grandes dames de mes parents et de mes profs au lycée. J'ai pas fait tout le parcours. À l'époque, c'était quoi? C'était Adopi? Oui, c'était Adopi. Non, Adopi. Non. c'est Non, le Adopi, truc c'est la pour, loi. pour Ah le oui. téléchargement Comment ça illégal. s'appelait? C'était APB. APB, voilà. Ça Ah va. oui, c'était le truc post-bac. Admission ouais. post-bac. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas fait du tout. En fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Pour moi, ça paraissait aberrant d'aller s'enfermer dans des études alors que je savais pas où est-ce que ça me mènerait. Du coup, j'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé pendant 1 an. Et c'est Quentin qui m'a fait comprendre que je voulais devenir infirmière aussi. Oui. Du coup, parce que un jour, il m'a dit, au lieu de chercher ce que tu veux faire comme métier, pourquoi tu cherches pas un métier qui correspond à ce que tu veux qui est dedans? Ouais. Du coup, on a fait une liste de ce que je voulais dans mon métier et il m'a dit, mais pourquoi tu ne deviens pas infirmière? Et j'ai dit, ah, j'ai jamais pensé. C'est une bonne façon de s'orienter aussi. Ouais, j'avoue. C'est Quand on ça. est un peu paumé, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux retrouver dans mon métier? Ouais. Trop bien. Bah, c'est ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et après, lui, il a fait la même chose 2 ans plus tard. Attends, 1 an plus tard. Ouais, parce que bon, moi de base, donc comme on l'a dit un peu plus tôt, j'étais plutôt cancre à l'école. Et je suis tombé sur un prof que j'ai trouvé extraordinaire quand j'étais au lycée, qui était prof d'économie et de sciences sociales. Du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans et j'ai voulu devenir, pareil, prof d'éco-sociaux parce que je me disais que peut-être que je pourrais apporter un petit peu ce que ce prof-là m'avait apporté. Puis j'ai eu la bonne idée du coup de rejoindre la faculté Paris 2 Assas, dont j'ai appris l'histoire plus que sombre en y étant. Alors moi je veux bien savoir parce que je suis pas du tout au courant. Alors en gros, Paris 2 Assas, dans les années 70, fin 70, début 80, c'est là où notamment s'est créé le GUD, donc un des plus grands groupes d'extrême droite qui existe d'accord. encore aujourd'hui. T'avais en gros Assas Nanterre. Oh, belle Voilà, histoire du coup. Et comment dire que Quel bon, enfer. si les skinheads se baladent un petit peu moins dans le 15e arrondissement aujourd'hui, la mentalité par contre quand même très, très à droite, Ouais. très ancrée dans des valeurs d'un autre âge, hein, Ouais. je dirais ça comme ça, se faisait encore sentir, mais dans même le contenu des cours, quoi. Donc j'ai dû partir de cet endroit-là parce que je me retrouvais pas du tout. Même dans les cours, ça transpirait. Même dans les cours. C'est- Ce jour-là, j'ai pris mes petites affaires, j'ai quitté l'amphi. Ouais. Pareil, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai bossé au McDo, j'ai fait le ménage dans une maison de retraite, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait garçon de café, j'ai fait plein de trucs différents. Et une fois que Sacha a fini par se décider de faire ses études d'infirmière, bah, j'ai fait un peu la même chose, j'ai fait une petite liste, qu'est-ce que j'aime pas. Et en fait, donc, le tout premier job que j'avais eu, c'était ce boulot d'agent d'entretien, en gros, dans une maison de retraite. Et je m'étais tellement éclaté dans le relationnel avec les patients, dans le travail Ouais. quand je voyais les aides-soignantes travailler, etc. Enfin, moi, ça m'a vraiment fasciné. Mais bon, après l'hôpital, moi, de base, toute ma famille est dedans. Ouais. C'est un milieu que j'ai toujours cherché à fuir, mais comme la peste. Et sauf Bingo. que, au bout d'un moment, on se rend compte que quand on a une fibre, au final, limite, ça choisit pas, quoi, Ouais. ça nous tombe dessus. Et du coup, j'ai décidé de faire infirmier aussi. Et du coup, c'est pour ça que je suis resté dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, je me verrais pas travailler dans un autre domaine que celui-là, quoi. Ok. Et à quel moment vous avez décidé, à quel moment en fait c'est devenu sérieux, à quel moment vous avez décidé d'emménager ensemble? Quand on s'est remis ensemble. Ah, donc il y a une période de séparation. Ah, Ok. Mais en gros, on a eu une période de séparation parce que j'allais très 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 mal pour des raisons qui me sont propres. Et donc j'avais besoin qu'on se sépare et je savais pas l'expliquer à Quentin sur le moment. Mais toujours est-il qu'on s'est séparés. Et quand je suis allée mieux, quand j'ai commencé à aller mieux, en fait, je me suis rendu compte que j'étais folle amoureuse. et qu'il fallait que je récupère Quentin. Donc j'ai appelé Quentin et du coup, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Et on a reconstruit quelque chose à partir de là. Il m'a accepté. Ça lui a pris beaucoup de temps. ouais. Ça lui a pris bien
Grosse semaine. Ouais. Entre le coup de fil et le moment où on s'est remis ensemble, j'irai une semaine. Et C'est puis ça. l'appart, ça a été 15 jours après. 15 jours après. Ah, vous avez D'accord. traîné quand même, hein. Ouais, mais Ah, ça a été l'élément déclencheur en fait. Ouais, après, tu vois, dans notre entourage, les gens, ils comprenaient pas trop pourquoi j'étais revenue, pourquoi lui, il acceptait que je sois revenue aussi. Lui, il a pas trop compris non plus. Non. Bah, ça va, maintenant, t'as compris. Oui, maintenant ça. En fait, on s'est remis ensemble à la période de mon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, on déjeunait ensemble. Et ma mère m'appelle et me dit t'as une visite d'un appart dans 1 heure. Et je fais ok, j'y vais. Donc j'étais en recherche d'appartement. Donc je dis à Quentin, je dis bah, c'est juste à côté. Je dis tu veux pas venir visiter avec moi? Et on visite ensemble. Moi j'adore l'appart, lui pas trop. Mais je dis à ma mère écoute, j'adore cet appartement, il est top, je le veux. Donc du coup, ma mère dépose le dossier parce que pour avoir un appart à Paris, c'est compliqué. Ah Donc ouais. du coup, ma mère se portait garante. Et donc, ma mère dépose le dossier pour moi. Et là, on commence à dire ça va être trop cool, machin. Et il me dit je vais pouvoir venir souvent chez toi et tout, ça va être trop bien. Et du coup, j'étais là, mais. Enfin, pourquoi juste on n'emménage pas ensemble en fait? Enfin. Bah oui. Voilà, et il me dit non mais attends, on vient de se remettre ensemble et tout. Et je lui dis ouais mais en vrai on s'en fout, on s'en fout, faisons-le quand même. Et donc j'oublie des trucs ou pas? Non, ça, Non, dans ça les va. grandes lignes. c'est ça. Vous avez été un peu fous, vous avez emménagé ensemble. Ah bah ouais, du coup on a emménagé Ok. ensemble. Et il y a des potes de nos deux côtés, je pense, qui nous ont dit mais vous êtes ma boule, qu'est-ce que vous Petit coup de faites? folie, mais c'est trop bien. Et en fait nous on disait ouais mais en fait on s'aime quoi. Donc on veut faire ça, donc du coup on a emménagé ensemble dans cet appart qu'on a tellement aimé. C'était notre cocon quoi. C'était notre cocon. On l'a adoré, ça nous a fait très très mal de le quitter, cet appartement. Ouais. Il était minuscule, avec une cuisine immense. Oui, c'est vrai. Ouais. La cuisine était faisait la limite taille plus de grande la que le salon. pièce. Ouais, tu vois, c'était un studio, que c'était une pièce, quoi. En rez-de-chaussée, dans un quartier qu'on adorait. En plus, on était juste derrière le cirque d'hiver. On adorait ce quartier. Enfin, c'était trop bien. On a fait notre confinement dedans. On a des trop bons souvenirs dans cet appart. Ouais, non, Trop on était bien. vraiment bien là-bas. Ouais, tu vois, on n'a jamais regretté. Et donc vous aviez quel âge à peu près quand vous avez emménagé? 25 ans. 25, ok. Et à quel moment est venu le désir d'enfant, chacun séparément, ensemble Bah, on peut tout dire. Ouais. Quentin et moi, on a vécu un arrêt de grossesse quand on avait 20 ans. Quand on avait 20 ans, Ouais, c'est c'est ça. ça. D'une grossesse qui était accidentelle. Mais la décision qu'on a prise, elle était pas basée sur une question d'envie, mais plutôt en termes de réalisme, tu vois, genre je venais de reprendre, enfin même pas, j'étais encore en concours d'entrée à l'école infirmière, donc je voulais reprendre mes études, enfin bref, on n'avait pas du tout de situation. Ouais, on c'était était pas là, du tout le moment, Non. quoi. Donc du coup, on avait décidé de faire une interruption de grossesse. Qu'ensuite on a du coup très mal vécu tous les deux, hein. Je pense qu'on peut clairement dire qu'on a tous les deux fait un deuil de ça. Et donc après, une fois qu'on a guéri de ce truc-là, on s'est reposé la question des enfants. Et pour moi, c'était évident. Enfin, genre, tu sais, c'était viscéral. Genre, Ça a venait pris à un combien de point temps de guérir de ce Ouais, de truc-là. guérir, ouais. Longtemps. Ouais. Ouais, pour moi, ça a pris au moins 5 ans, je pense. Donc ça a pris 5 ans pour reprendre la décision après d'avoir Bah, un enfant. Pour que je sois sûre, en tout cas, de mon point de vue, Ouais. que mon désir d'enfant, c'était pas pour combler Ouais. quelque chose, en tout cas, Ok. tu vois. Il m'a fallu tout ce temps-là, je pense. Ok. Voilà, avec de la thérapie au milieu. Ok, ouais. Bon, bah, ça aide. Et Quentin, lui, il était pas chaud. Non, ouais, moi, le truc, c'est que justement, avant l'expérience, avant la première expérience, j'ai dans ma tête, clairement, j'allais devenir père, etc. Ouais. C'était sûr pour moi, c'était une évidence. Et après cette expérience-là, l'envie de paternité m'est complètement passée, en fait. Ouais. Genre vraiment, moi qui, jusqu'à mes 21 ans, me disais, je suis sûr, je serais papa assez jeune, etc. Je voulais vraiment ce Ouais. truc-là. Bah là, cette envie m'est complètement passée. Et en fait, elle est jamais revenue, en vrai. Ok. Enfin, voilà, quitte à être honnête jusqu'au bout. Ouais. Quand Sacha m'a parlé m'a annoncé qu'elle était enceinte, peut-être 15 jours plus tôt, on sortait d'une énorme engueulade Ouais. où elle me disait oui mais non mais enfin moi j'en ai envie, j'ai ce besoin là, etc. Et je lui disais enfin non, moi je suis pas prêt, enfin je Ok. suis pas prêt à faire ça,
Je pense que moi, justement, j'étais encore dans mon deuil. Peut-être, justement, j'ai moins... On en rediscutera, discutera un après. tout petit peu plus tard. Donc j'ai cru comprendre que c'était un peu accidentel. Enfin, non, la grossesse de Yuna, non. La première, oui, complètement. Ouais. Complètement. Et la grossesse de Yuna. La grossesse de Yuna, comment ça on s'est pas protégé. Ok. Mais vous saviez tous les deux que c'était pour. Enfin, c'était dans cette. Non. On s'est pas protégé parce que dans le. Parce qu'on avait passé une bonne journée. Voilà, on avait passé une journée. Allez, et on avait vraiment et passé- C'est voilà, chouette, on met pas de capote. Non, mais en vrai, Non, mais c'était... tu sais, c'est marrant parce que on a vraiment fait. Genre, tu vois, dans ma vie, j'étais enceinte 2 fois. Les 2 fois, il a fallu d'une fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on était. En plus, comme on avait eu cette fameuse engueulade 2 semaines avant, tu sais, le genre d'engueulade qui te remet en question, tu vois, en couple, quoi. Et on faisait vraiment très, très gaffe. Tu vois, genre vraiment, on se protégeait tout le temps. Et ce jour-là, on s'est pas protégé parce que, effectivement, on était dans l'euphorie du moment, que sais-je. On s'est honnêtement rendu compte du fait qu'on s'était pas protégé, genre une fois que c'était trop tard. Tu vois, genre, on a fait. Et on est tous les deux tombés d'accord sur le fait que je ne prendrais pas de pilule du lendemain parce Ok. que on est tous les deux d'accord pour dire que les hormones, c'est de la merde. Ouais. Et que ça détruit la santé des femmes et que notamment la mienne, moi quand j'étais sous pilule, ça a été un enfer. Et donc du coup, on s'est tous les deux mis d'accord sur le fait que en fait, je prendrais pas de pilule du lendemain et que Et les conséquences qui vont avec. voilà, et les conséquences potentielles qui vont avec. Mais après, tu vois, on s'est dit, vas-y, une fois. Oui, ça va passer. Franchement, ça va quoi. Ouais, Bon, non. c'est bon. Il a fallu de cette fois-là, ça a Non, été mais suffisant. Mais quand moi j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais au travail. C'était sur une garde de nuit. À l'époque, je travaillais de nuit et en fait, je vomissais mes tripes non-stop. C'était un enfer. À tel point que ma collègue Marine, qui est mon associée maintenant, elle m'a dit, mais va aux urgences gynéco au bout du couloir, va te faire un test, quoi. Donc, je fais un test urinaire qui était négatif. Donc, je descends fumer une clope, un peu déçue et en même temps soulagée, tu vois. Et puis, je remonte et en fait, l'interne de gynéco me rattrape dans le couloir et me dit, écoute, il me dit, je sais que ton test est négatif, mais quand même, tes symptômes, ils font vachement penser à un début de grossesse. Donc, viens, je te fais une prise de sang. Et il m'a fait la prise de sang et effectivement, la prise de sang a été positive. Ouais. Et du coup, je me rappelle, sincèrement, je savais pas comment réagir. Du coup, je suis allée en salle de pause retrouver ma collègue qui était avec 2 autres collègues. Et là, elle me dit, alors Et je lui fais, je suis enceinte. Et là, je me suis mise à pleurer. Elle me dit, t'es contente? Je lui dis, oui, mais Quentin, il va me tuer. Après, j'ai passé le reste de ma nuit, mais vraiment en stress total, en me disant que ma relation était terminée, quoi. Tu vois, parce que moi, j'étais là, c'est mort, moi, je ferais pas d'IVG, enfin, je Ouais. veux garder ce bébé. Et tu pensais Et j'étais là, vraiment mais du que coup, je pense que ma relation est finie, quoi. Ouais. Pour toi, Quentin, ça aurait été un refus. En fait, je pense qu'au fond de moi, non. Mais en fait, si tu veux, vraiment, l'engueulade qu'on avait eue 2 semaines avant avait été tellement, pas violente, mais elle avait été tellement intense que, genre, en fait, je me voyais mal lui imposer un choix de vie dont il avait pas envie, en fait. C'était plutôt ça. Ça, vous l'aviez évoqué pendant la dispute? Non, mais Ok. par contre, moi, je lui avais dit que j'attendrais pas pendant 1000 ans. Ok. Voilà. Ah, t'as pas attendu 1000 ans. Oui, Non. 15 jours. Mais je me rappelle, pendant la dispute, je lui avais dit que la seule raison pour laquelle j'étais pas enceinte maintenant, c'était parce que je l'attendais, mais qu'en vrai, si ça tenait qu'à moi, j'irais faire un bébé toute seule en tant que célibataire, en fait. Donc t'avais vraiment un Ah oui, désir moi, d'enfant c'était puissant. Vraiment, ouais, c'était vraiment... Et donc, tu finis ta garde. Je finis ma garde, je rentre à la maison, lui aussi, il était de garde. Je rentre à la maison, il était déjà là. Je m'en rappellerai toute ma vie. Genre, je suis rentrée à la maison, il me fait « Salut !» comme ça en se retournant. Et là, il me voit et il se lève du canapé. Il me fait « Ça va ?» Et là, je lui fais « Assieds-toi ». Je me demandais bien ce qu'elle allait m'annoncer. Je dis « Assieds-toi ». Et je lui ai dit, en vrai, je te l'ai dit. Hein. Je lui ai dit « Bah voilà, je suis enceinte ». Et s'en est suivi un gros blanc. Du coup, j'ai fumé ma dernière cigarette à ce moment-là. La dernière cigarette de toute ma vie, tu vois, je m'en rappelle. Ouais. Et Quentin, il se lève. Il faisait en gros les 100 pas dans l'appart. Vous aviez toujours pas parlé? Non. Ah, j'avais pas ouvert la bouche. Ah, Et moi, j'étais là, genre. Comme ça. il se passait quoi dans ta tête, Quentin? Impossible à dire, mais tu m'aurais posé la question 10 secondes après, ou là, 3 ans après, je ne sais pas. Ouais. Genre vraiment, dans ma tête, c'était un bordel monstre, quoi. Je savais pas, tout se mélangeait en même temps. D'un côté,
Je peux pas, enfin, je vais pas dire non plus parce que après, je sais plus ce que j'ai dit en premier. Si, moi je sais ce que t'as dit en le premier premier. truc que j'ai dit, que j'ai dit, c'était une connerie. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est en gros, il s'est rassis à côté de moi et il m'a dit ok, auquel de mes potes je le dis en premier. Oui, voilà, c'est ça. Et moi j'ai dit attends, t'as brûlé des étapes. J'étais déjà genre. Et là je lui dis mais est-ce que t'es content? Et je me rappelle, tu m'as dit bah je pensais pas, mais je suis trop content. Trop bien. Donc voilà. Donc c'était, non, mais c'est tout ça qui se mélange en même temps. C'était la panique de se dire que toute ma vie va changer. En même temps, je regardais l'appart et j'étais là, mon Dieu, mais c'est impossible d'avoir un enfant dans cet endroit. Non, parce que bon, quoi, une semaine avant, j'avais un mec tout bourré qui était rentré à 8h du matin dans l'appartement en passant par la fenêtre. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc je me disais, bon, je pense qu'il va falloir déménager. Enfin, qu'est-ce que je vais faire avec mon boulot vu que je travaille de nuit? Qu'est-ce que je vais, comment je vais l'annoncer à ma famille vu que je me suis remis avec Sacha il y a même pas un an et que déjà c'était compliqué l'installation ensemble. Enfin, Il s'est passé vraiment beaucoup de choses en 5 minutes quand même. ah mais mais tempête sous un crâne. C'était pas hein, 5 minutes. En vrai, il a pas parlé pendant un bon quart d'heure, je Ouais, pense. je pense que ça Ah durait ouais. 15 Ah minutes. oui, un ouais. bon quart d'heure. Il est parti chercher une bière dans le frigo, je me rappelle. Qui a primé à la fin, c'était évidemment positif. Enfin, je pense que ça s'est vu par rapport à comment Sacha le raconte. C'était plein d'émotions mélangées en même temps et enfin un gros bazar dans ma petite tête. Ouais. Moi, je l'ai engueulé après. Parce que du coup, je lui ai dit ça valait bien le coup de me faire chier. Vous avez attendu combien de temps pour l'annoncer? Du coup, 12 heures. Ah oui. C'est ça, genre, je lui dis, non mais, je lui dis, écoute, je lui dis, toi, tu fais ce que tu veux avec ta famille, c'est ta famille et tes potes. Je lui dis, moi, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais être entourée. Donc en fait, je vais le dire à tous mes potes et à toute ma mif. Et le lendemain soir, donc on retourne en garde, il m'appelle avant que je prenne mon service, il me dit, oui, j'ai croisé ma mère au taf parce qu'elle bossait dans le même hôpital. Et il me dit, du coup, je lui ai dit, j'étais, mais c'est pas possible. Mais en même temps, oui, je comprends. Vous bossez dans le même On hôpital. bossait dans la même équipe même. Ah ouais, Ah ouais. non, c'est compliqué de garder le secret. Elle a vu tout de C'est suite. surtout, elle m'a vu, elle a Ouais. vu ma tronche, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, rien, ça va trop bien, mais pas de problème, tout va bien. Et puis, enfin, elle m'a cuisiné pendant un quart d'heure. Et puis, bon, face à sa mère, on est peu de choses. Hein. Donc, ouais, évidemment, j'ai fini par lâcher le morceau. Et d'ailleurs, elle m'a fait penser à moi dans sa réaction, parce que quand je lui ai dit, elle me regarde, elle me fait, mais t'es content? Je lui ai dit, oui. Et au moment où je lui ai dit oui, genre là, elle a écarté les bras, elle a roulé de trop joie, elle m'a fait un énorme câlin, etc. Mais au début, c'est vraiment, mais t'es content? J'ai cru qu'elle était restée silencieuse pendant un quart d'heure. Elle était partie Non. chercher une bière dans le frigo. Non, mais c'était trop marrant. Mais de toute façon, moi, j'aurais pas pu le cacher. Tu sais, j'ai été tellement malade que de toute façon, c'était impossible pour moi de le cacher. Quoi. Ouais, Dans tous les cas. C'est pas Donc, faux, ça. je dormais et je vomissais. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait pendant les 5 Oh, premières pauvre. semaines qui ont suivi. C'est l'enfer. Est-ce que vous avez imaginé des stratagèmes pour du coup les annonces, pour l'annoncer à vos Pour proches. son père. Ouais. Tu sais, on lui avait fait croire que j'avais un parasite dans le bide et que c'était pour ça que Ah oui, j'étais c'est malade. Il a dit, mais en combien de temps t'en guéris? Quand il a fait 9 mois à peu près. C'est génial. Voilà, mais sinon. Donc en fait, c'est non. plutôt 18 ans. Oui, c'est vrai. Et encore, clairement. plus tard. Oui. 18 ans, c'était de la chance. Ouais. On fait des annonces assez classiques. Genre, si ma grand-mère pour Noël, Ah oui, c'est vrai. Sacha lui avait fait une belle enveloppe, etc. Et on avait pris des photos de la première Ouais. l'échographie des 3 mois. Et on les avait mis dans l'enveloppe pour ma grand-mère à Noël. Ça, ouais, pour elle, on avait J'avais fait un truc un oublié peu qu'on avait particulier. fait ça. C'est Ah, trop c'est bien. cool. Puis après, une semaine après, je lui ai mis une bombe sur la tronche à Quentin. Je lui ai dit, bon, alors maintenant, je dis, je veux faire un accouchement à domicile. Ah ouais. C'est comme ça. Il m'a fait, j'ai dit, j'ai déjà appelé la sage-femme. Alors, Très précisément, ma réaction c'était non. pourquoi ta réaction c'était non? Parce que du coup, on a quand même vachement cette idée hyper ancrée en France de l'accouchement à l'hôpital, etc. Ouais. Encore plus quand on travaille dans le milieu hospitalier, sachant que moi en plus j'ai travaillé aussi en salle de travail, donc pour moi c'était la norme en fait. Et c'est vrai que quand tu sors de la norme, comme pour n'importe quel autre, t'as toujours la peur un peu qui vient en premier parce que tu nages un peu dans l'inconnu. Mais pour le coup, Sacha fait un énorme travail de pédagogie vis-à-vis de ça. On en a discuté pendant très longtemps. Elle m'a fait voir des reportages, lire des articles. Elle m'a fait regarder Ouais. ce qui se passait dans d'autres endroits dans le monde, aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc. Je lui ai expliqué aussi ce que lui-même il voyait en salle de naissance. Qu'en fait, il voyait sans voir.
Ouais. Tu vois ? Et ça t'est venu où, ce besoin d'accoucher à la maison ? Eh ben, ça m'est venu où ? En fait, ça m'est venu de mon expérience professionnelle. Tu vois, la première fois que j'ai foutu les pieds en maternité, j'étais étudiante encore. Et déjà là, à cette époque-là, il y avait des trucs qui m'interrogeaient beaucoup. Et quand je posais la question aux soignants, on me répondait pas, parce qu'en fait, ils n'avaient pas la réponse. Et à mon bilan de mi-stage, on m'avait dit que je posais trop de questions et que ça mettait mal à l'aise l'équipe soignante. Et du coup, j'étais là, ok, donc il y a C'est vraiment ridicule. un problème en fait. Ouais. Sauf que j'arrivais pas à aller plus loin que ça. Parce que en France, on s'y intéressait pas du tout à cette période-là. Tu vois, c'était en 2016 ? Non, 2015 ? Ouais, un truc comme ça. Et donc, c'était l'hôpital à tout prix au cas où. Tu Ouais. vois. Sauf que j'ai vu trop de trucs qui m'ont scandalisée et surtout qui m'ont interrogée, tu vois. Et puis après, j'ai bossé en réa néonate. En bossant en réa néonate, on a des bébés à terme parfois. Ouais. Et en fait, tu sais, les bébés qu'on avait où les grossesses étaient parfaites, tu vois, et en fait, il y avait un truc qui avait merdé à l'accouchement. Donc, moi, j'ai toujours été curieuse de ça, donc j'allais fouiller un peu dans les dossiers et tu sais, je voyais des trucs où je trouvais ça bizarre, tu vois. Et donc, du coup, je me suis interrogée. Après, Quentin a raison, je me suis documentée à mort. Du coup, en fait, mes interrogations, elles m'ont menée vers des lectures d'études de partout. En plus, pour ton plus grand bonheur, quand un sujet m'intéresse, moi, je deviens obsessionnelle sur le sujet. Donc, tout ce que j'ai pu bouffer en littérature, je l'ai fait. Et du coup, ça a répondu à beaucoup de mes interrogations. Mais après, je m'étais jamais posé vraiment la question pour moi. Et donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est hors de question que j'aille en maternité. Parce que j'ai vu trop de choses et je sais trop de choses. Donc, je ne veux pas aller en maternité. Et du coup, il y avait plusieurs options. Donc, la première option, en vrai, à laquelle j'avais pensé, c'était les maisons de naissance. Sauf que les maisons de naissance, c'est très compliqué en France. À Paris, à l'époque, il n'y en avait qu'une. Ouais, je connais pas du tout, C'est moi. où, C'est quoi? c'est au lilas ou au Non, bleuet ? c'est au Bleuet. Ouais, bleuet. C'est quoi? En gros, la maison de naissance, c'est une structure qui est gérée entièrement par des sages-femmes. Et donc, c'est des accouchements qui sont complètement physiologiques. C'est littéralement comme à la maison. Ok. Sauf que, d'ailleurs, la maison de naissance de Paris s'appelle comme à la maison. Sauf qu'elles sont rattachées à une maternité au cas où. Ok. Si t'as besoin de césarienne, tu passes sur la maternité. Voilà. Et il y en a très peu en France, Ouais. malgré les nombreuses études qui montrent Ouais, que à c'est quel trop point bien. c'est bien. Ouais, j'avais pas envie de me fatiguer. Et en plus, la personne que je voulais auprès de nous, donc ma doula, c'est pas n'importe qui, c'est ma meilleure copine, mais c'est même plus que ça, tu vois. C'est Indescriptible. indescriptible. Voilà. Ok. Pour Et, ceux qui connaissent pas ce terme, tu peux expliquer ce que c'est Une doula, ça va être une professionnelle qui accompagne le couple pendant la grossesse, l'accouchement et la période du postpartum et qui va s'occuper de toute la charge émotionnelle des parents, Ok. notamment. Moi, je voulais que ma doula, ce soit donc Marina, elle s'appelle Marina, elle habite aux États-Unis. Et je savais qu'en structure, il la refuserait. Et donc, pour moi, ça, c'était pas possible non plus. Et du coup, j'ai dit, on va faire un accouchement à domicile. Et donc, j'ai appelé la sage-femme tout de suite parce que je savais qu'il fallait s'y prendre beaucoup, beaucoup à l'avance. Parce qu'il y en a très peu. Et donc en fait, pratiquement dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai appelée parce que je me rappelle la première fois que je l'ai eu au téléphone, genre elle m'a noté dans son petit calendrier et elle m'a dit écoute, tu me rappelles une fois que tu auras fait tes premières analyses sanguines, ton échographie de datation, etc. Tu vois, je me suis vraiment prise à l'avance. Et après, je l'ai dit à Quentin. Et Quentin, en vrai, il n'a pas été trop dur à convaincre. Par quelles étapes t'es passé ? Non, mais du coup, comme je disais au départ, plutôt contre. Comme je disais, je m'attendais pas. Enfin, je voyais pas comment ça pouvait se passer. Et puis justement, j'avais peur de tout ce qu'on nous met un peu dans le crâne, quoi. Mais et si il y a, je sais pas, moi, une hémorragie de la délivrance. Et puis si Ouais. il a le cordon autour du cou. Et puis si. Moi, j'ai ça en tête. Hein. Et puis c'est vrai que quand en plus on travaille dans le secteur médical, on a forcément tendance à penser au pire un peu tout de suite, quoi. C'est que vraiment ce qui m'a aidé, c'est la documentation que Sacha m'a mis entre les mains, quoi. J'ai pu voir des témoignages, des analyses statistiques. Elle a pu m'expliquer aussi comment ça se passait, comment ça se déroulait, qu'est-ce qui permettait de sécuriser justement en cas de problème. Et du coup, c'est vrai que j'ai été assez vite rassuré. Et puis quelque part, en prenant un petit peu de distance, en fait, on se rend compte que c'est juste... ça a rien d'anormal, en fait, d'accoucher chez soi. Enfin, je veux dire, on l'a fait pendant 8 ou 9 000 ans. Il y en a plein qui le font encore. Il y en a plein qui le font Bah encore. A priori, l'espèce humaine s'en tire pas trop mal. Ouais. Donc, c'est que normalement, on doit pouvoir se passer de l'hôpital pour un accouchement. Et puis, c'est vrai que c'est aussi assez facile de voir les avantages que peuvent avoir l'accouchement à domicile. C'est vrai que le fait d'être dans un cadre serein, sécurisé, être chez soi, ne pas avoir le stress de « Oh putain, j'ai oublié le sac dans l'entrée
Le fait de ne pas avoir les soignants qui passent toutes les heures ou toutes les 2 heures dans la chambre en demandant ça va, tout va bien, alors que oui, juste laisse-moi tranquille en fait. Le fait de retrouver son lit, d'être confortable, puis même pendant le travail, quoi, de se dire parce qu'on était quand même aussi toujours un peu dans la période du Covid, hein, c'était quand même encore cette époque-là. Et le fait de me dire quoi qu'il se passe, on m'empêchera pas d'entrer. Parce que ça, pour le coup, j'en ai vu en salle d'accouchement. Des papas à qui on dit non, vous restez dehors, monsieur, vous êtes bien gentil, mais mesures sanitaires, machin. Au moins, là, je me disais, si on fait ça à la maison, personne ne va m'empêcher de rentrer chez moi, a priori. Ouais, c'est ça. Mais tu as tout à fait raison, tu vois, j'ai oublié de le dire dans les raisons pour lesquelles je me dirigeais là-dessus aussi, c'est que c'est vrai, pendant le Covid, nous, on a des souvenirs, ils étaient par dizaines, quoi, les pères devant les urgences, à attendre qu'on les appelle, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça, c'était juste pas possible. Genre, c'était hors de question que ça se passe comme ça. Puis au-delà de l'accouchement lui-même, les jours qui suivent. Ouais, pendant les jours qui suivent et tout, ça, c'était pas possible. Et puis, il y avait aussi ce truc de... On voulait pas que... Tu vois, c'est le moment le plus intime de nos vies. On voulait pas que ce soit des gens qu'on connaît pas et qui nous connaissent pas, surtout. Parce qu'au final, ça a été des gens qu'on connaissait pas. Ouais. Bon. Mais n'empêche que... On voulait que les soignants qui s'occupent de nous ce jour-là, ils nous connaissent, tu vois. Tu vois, notre sage-femme, elle était... je vais la citer, hein, Sidonie Le Poupetit. C'est notre sage-femme. Et elle a été merveilleuse pendant tout le suivi. Enfin, c'était notre... Ça a été une rencontre vraiment tu vois, à chaque fois que je la vois, je me mets à pleurer. Ah ouais. C'est pour te dire, hein, genre c'est plus fort que moi. À chaque fois que je la vois, je me mets à pleurer. Mais, les émotions sont fortes. Ouais. C'est vraiment... elle a été... Tu vois, genre sur nos derniers... sur nos derniers rendez-vous de suivi de grossesse, c'était même plus elle qui m'examinait, tu vois, elle avait montré à Cotaron comment on faisait. Tu vois, c'était lui qui m'examinait le ventre, qui regardait où est-ce qu'elle était, qui mesurait mon utérus, qui allait écouter le cœur de Yuna. Enfin, tu vois, c'était magique, quoi. C'était incroyable. C'était génial. Enfin, vraiment, le gros avantage qu'on a eu avec cette sage-femme, et je pense qu'on a avec beaucoup de sages-femmes dans le libéral, c'est que vraiment, elles peuvent prendre le temps de vraiment accompagner, de vraiment être avec, d'écouter, vous, quoi. Et ça, c'est un luxe extraordinaire. Et c'est vrai que Sidonie était, je pense, particulièrement quelqu'un d'exceptionnel. Et de se rendre vraiment acteur de la grossesse de sa conjointe, je pense que c'est un sujet qu'on lancera plus tard, mais être vraiment acteur de la grossesse, ça fait du bien, on se sent inclus, parce que c'est vrai qu'en dehors de ça, on est quand même, on est l'accompagnant, on est à côté, on regarde, on observe. Là, participer activement, ça change tout. En termes d'investissement personnel, ça change tout. Ouais. Puis même en termes de liens, du coup, tu vois. Quentin, il a tissé des liens avec Yuna pendant ma grossesse. C'était très chiant pour moi, parfois. Ouais. Ah ouais, parfois, c'était très compliqué. Pourquoi ? Je bougeais tellement que ça m'en collait la gerbe. Ah ouais. Tu vois, donc du coup, je disais à Quentin, arrête de parler. Tu vas me faire vomir. C'est un enfer. Non, mais... Je t'assure, tu vois, quand il rentrait de garde le matin et qu'il se... Tu vois, moi, j'étais bien tranquille sur le côté, tu vois. Il rentre de garde le matin, il s'allonge à côté de moi et genre Yuna, elle faisait zwoup. C'est génial. Tu vois, donc ça me réveillait tout de suite. Donc génial, moi, j'étais bien vénère d'être réveillée à 7h du mat. J'étais content. Enfin, tu vois, il y a eu... une fois, elle nous a fait une vraie frayeur quand j'étais genre à 37 semaines, un truc comme ça, où elle a pas bougé pendant longtemps. Et c'est Quentin, tu vois, qui a fini par réussir à la faire bouger. Enfin, il y a eu un vrai truc, et ça s'est vu quand elle est née, Yuna. Quand Quentin se mettait à parler, après qu'elle soit née, genre moi, je voyais des trucs que je sentais dans mon ventre. Ouais. Tu vois, enfin... Et comment vous vous êtes préparé à la naissance ? On a lu beaucoup. J'ai écouté ce qu'elle avait lu. On avait bien évidemment la BD de Lucie Gomez qui s'appelle La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs. Okay. Et qui est une BD, alors le tome 1, parce qu'à l'époque il n'y avait que le tome 1 qui était sorti, en gros t'expliques toute la physiologie de l'accouchement et pourquoi, alors après ça c'est des trucs qu'on savait déjà, mais en gros ça t'explique très concrètement pourquoi le système de santé français qui traite toutes les grossesses comme étant des grossesses pathologiques mettent en fait des freins sur les naissances et sur les vécus d'accouchement et sur le fait que les accouchements se passent bien. Et en fait, pour moi, alors j'ai appris plein de choses, il y avait des choses que je savais déjà, mais en vrai j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur de quoi était capable mon corps, en fait. Et en fait, pendant la grossesse, à chaque fois que j'avais un moment de doute, c'était ma Bible, quoi. Genre, je le relisais, quoi. Vraiment, c'était ma Bible.
Et puis bah ouais, on se documentait beaucoup. Donc moi j'avais besoin de comprendre tout ce qui se passait. Et donc en fait j'ai tout raconté à Quentin. Donc après on a eu des cours de préparation à l'accouchement par notre sage-femme, évidemment. Mais au final, en fait, on n'a rien appris de nouveau Ah ouais? pendant les cours de préparation parce qu'on Ils avait déjà consistaient tout en avant. quoi ces cours? C'était les classiques ou... Non. Ah bah non, là, parce que là, du coup, c'était spécifique sur... En fait, on était sur un groupe de naissance, donc il y avait soit des accouchements à domicile, soit des accouchements en plateau technique, donc ça veut dire pas de médicalisation. Donc Ouais, c'est- non, c'était des moments en gros, c'était des moments d'échange avec les différentes mamans qui étaient suivies par notre sage-femme. Ah oui, d'accord. Ok. Du coup, c'était pas vraiment. Enfin, c'est pas l'idée que je me faisais des cours de préparation à l'accouchement. C'est ça. C'était des cercles de parole en fait. Ouais, C'était des réunions. C'était sur place ou à distance? Non, c'était en visio, parce que En visio, comme c'était ah oui, encore avec confinement. les trucs du confinement, c'était Ok. en visio, mais Sidonie, elle nous donnait des infos, tu vois, genre par exemple des trucs tout bateau, mais si jamais on change d'avis et que vous voulez une péri, voilà comment ça se passe, Ok. voilà des choses comme ça. Mais après, c'était beaucoup de réponses aux questions. Je me rappelle qu'une question que Quentin a posée, c'était quand est-ce que je sais quand il faut que je t'appelle pour que tu viennes. Ouais. Et Sidonie, elle avait dit bah quand elle te répond plus pendant ses contractions ou qu'elle t'insulte. Quand tu lui parles pendant une contraction. Tu vois, soit elle te Ok. répond pas, soit elle t'insulte de tous les noms. Ok. Elle dit là, ce sera le signe qu'il faut que tu m'appelles. D'accord. Et comment la doula s'est imbriquée là-dedans? Bah en fait, donc nous, notre doula, c'était Marina, donc ma meilleure copine de tous les temps. Et donc elle a fait, en fait, si tu veux, le suivi de grossesse, elle l'a fait depuis New York. Donc en fait, doula, pas du tout. Marina, ça a été mon journal intime Ok. de ma grossesse. En plus, j'étais pas mal seule parce que j'ai été arrêtée très tôt du fait du service dans lequel je travaillais. Donc j'ai été arrêtée à un peu plus de la moitié de ma grossesse. Mais donc lui, il bossait encore de nuit, donc j'avais beaucoup de soirées toute seule. Ouais. Que du coup, je passais au téléphone avec Marina. Merci le décalage horaire. Et en fait, je lui déballais tout. Tu vois, tout ce qui me passait par la tête. Toutes mes prises de conscience d'éducation, Ouais. tous mes trucs, tout ce qui me passait par la tête, en fait, je lui déballais. Et en fait, elle m'a écoutée pendant 9 mois. De temps en temps, on faisait des appels avec Quentin, mais en fait, c'était jamais... comment dire? C'était jamais genre, ah bah je vais appeler ma doula. Ouais. Tu vois, c'était j'ai besoin de parler Ouais. et du coup, je vais parler à Marina. Ok. Et Marina n'était pas doula avant. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit un jour qu'elle aimerait bien être doula un jour. Ok. Et quand j'ai su que j'étais enceinte et que je voulais faire un accouchement à domicile, en fait, pour moi, c'était évident qu'elle soit là. Genre, je me voyais pas donner naissance à mon enfant sans Quentin et Marina. En fait, Ok. enfin, pour moi, c'était pas possible. Et du coup, je lui ai dit, bah, quand je lui ai annoncé ma grossesse, en fait, je lui ai annoncé comme ça. Je lui ai dit, tu te rappelles quand tu m'as dit que tu voulais devenir doula? Je dis, bah, va falloir t'activer à passer ta certif parce que je vais avoir besoin de toi en juillet, quoi. Et donc, elle a passé sa certif comme ça, mais en fait, c'était mon journal intime Ok. pendant ma grossesse. Et après, elle est arrivée en France 2 semaines avant l'accouchement, un truc comme ça. Parce que je revenais du Sud quand elle est arrivée. Donc 2 semaines avant l'accouchement, et elle est restée pendant les 3 semaines d'après, un peu plus. Un peu plus, ouais, un peu plus. Et elle nous a mis dans un cocon, tu vois. Ok. Elle a tenu Yuna dans ses bras avant Quentin. Quand même. Je suis pas jaloux. Bah, c'est un privilège quand même. Hein. C'est un bel honneur, Ouais. je trouve. Mais après, ça s'est fait comme ça, tu vois, c'était pas du Ouais. tout... c'est juste que j'avais tellement envie de faire pipi, il fallait que quelqu'un me prenne l'enfant. Lui, il prenait des heures à enlever son t-shirt, là, et du coup, je prends-la. Et je lui ai mis dans les bras, quoi. Il fallait que j'aille faire pipi. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, ouais. Et Et toi, la doula? ouais. Euh, Bah, après, peut-être que c'était pas la doula uniquement, c'était peut-être aussi avec tes amis, ta famille. Je sais pas si t'as des proches avec qui tu discutais. Vis-à-vis de mes proches, ça a toujours été un peu bon, en dehors de ma mère avec laquelle j'ai une relation assez forte. Avec mes amis, ça a toujours été un peu compliqué. Comprenais pas forcément ce qui se passait, etc. Les réponses n'étaient pas toujours adaptées. J'ai même plus ou moins perdu un de mes meilleurs amis dans ce processus-là. Enfin voilà, quoi, il y a des phrases que j'oublierai pas, quoi, du genre Ouais. c'était justement, comme disait Sacha, 2 semaines avant l'accouchement, elle était partie dans le sud. Et du coup, moi j'avais une dizaine de jours tout seul à la maison. Donc bon, bah évidemment, je rameute les copains pour faire une dernière petite soirée comme quand on était ado. Des bières, des chips. Et du corn. Parfait. Exactement, du corn et une console. Et puis c'est parti, on va s'amuser toute la nuit, Un quoi. groupe de musique, Clem.
Ah, merci. Non, mais je pense que dans ceux qui vont nous écouter, Tout le monde connaît. Voilà, tout le monde n'aura C'est pas avec la le R à l'envers. D'accord, ok. Et enfin voilà, donc du coup on profitait de cette dernière soirée-là, et puis à un moment je dis quand même, attends, vous vous rendez compte, dans 3 semaines, dans 3 semaines je suis papa quoi, Ouais. Et un de ces potes-là qui du coup lève la tête et me dit oh ça va, elle est pas encore arrivée ta môme, tu vas pas commencer déjà à nous faire chier. J'étais là genre Ah, ça d'accord. refroidit. J'étais là bon bah Oh, la d'accord. vache. Bah, c'est pas sympa. Ouais, non mais je pense que c'était dit sur le ton de l'humour, sauf que Sauf que non. c'est pas drôle. Non, sauf que à 3 Non, de ouais. base c'est pas très drôle, mais alors à 3 semaines de l'arrivée, là c'est juste C'est pas carrément le déplacé moment. en fait Ouais, quoi. ouais, je suis Enfin d'accord. c'est enfin voilà, du coup vis-à-vis de mes potes, ça a été un peu il y a eu une petite fracture quand même. Ouais. Enfin voilà, il y a tout un contexte qui a fait que déjà les choses étaient un petit peu compliquées vis-à-vis de Sacha, etc. Là, en plus, le fait de devenir parent pour des jeux, face à des gens qui sont à des années-lumière, Ouais. même encore 2 ans et demi ou 3 ans plus tard, bon, ils progressent un peu, ils ont un peu mieux compris maintenant, mais à l'époque, ils étaient à des kilos années-lumière Ouais. de ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, c'était un peu compliqué d'échanger. Après, bon, heureusement, donc il y avait Sacha, parce que avec Sacha, pour le coup, on échangeait énormément. Enfin, on avait une parole qui était très très libre. Je pense qu'on s'est jamais mis de barrière dans ce qu'on pouvait se dire, bon comme mauvais. Il n'y avait pas de jugement dans ce qu'on se disait. Et ça, je pense que l'arrivée de ma parentalité et ma parentalité par la suite n'aurait pas du tout été la même si j'avais pas eu cette liberté avec Sacha. La famille, où là pour le coup, vraiment j'ai de la famille dont je suis très proche et qui eux pour le coup sont parents, Ouais. etc. et ont pu beaucoup plus m'accompagner, m'aider, même des collègues de boulot, voilà, Ouais. des gens plus surprenants où on s'attendrait pas à pouvoir échanger aussi librement avec des gens comme ça, mais c'est une thématique qui est tellement forte et tellement puissante que finalement en fait on arrive à se retrouver dans l'autre. Et du coup, on arrive à échanger plus facilement, des fois, qu'avec pourtant ses propres proches. Ouais. Donc, c'est un peu un genre de dichotomie là-dedans. Mais bon, voilà. Par rapport à l'entourage, ouais, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et par rapport à Marina, Marina, moi aussi, ça fait quand même quelques années que je la connais. C'est quelqu'un dont je suis très proche. Et pour moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être là parce que je me disais, si à un moment je flanche, genre, moi aussi, j'ai Ouais. du soutien. Parce que voilà, un T'as accouchement, confiance, quoi. c'est ça, un accouchement c'est long, c'est éprouvant, c'est même quand on est que entre, je mets des très grosses guillemets encore, spectateurs, ça reste quand même hyper violent en termes de charge émotionnelle, de voir sa conjointe en train de hurler, de se dire qu'il y a sa fille qui est en train d'arriver, enfin il y a tout un contexte qui peut te faire perdre la boule. Et le fait de dire que tu as quelqu'un sur qui tu peux te raccrocher à ce moment-là, c'est un luxe phénoménal. Et est-ce que tu te rappelles ce qui te faisait peur avant l'accouchement ? Sur l'accouchement lui-même? Ouais, il y a des choses qui t'angoissaient en particulier ou... Non, concrètement, sur l'accouchement, non, j'étais pas angoissé. Vu que T'étais confiant. j'étais hyper confiant. J'avais 100% confiance en Sacha. Elle avait tellement bien préparé son truc, pas dans le sens où tout était cadré minute par minute, faut faire comme ci, faut faire comme ça, mais dans sa manière de l'appréhender, etc., elle était tellement sereine que de toute façon, moi, ça pouvait pas me stresser. Et après, alors je sais pas si c'est du naturel ou si c'est de la déformation professionnelle, mais de toute façon, en situation de tension, j'ai un peu tendance à au contraire, prendre beaucoup de recul et à rester très très calme, alors que je suis quelqu'un de très nerveux et très stressé de base. Je pense que ce mélange de tout ça, de bonne préparation, d'être à la maison aussi, évidemment, d'être dans un cadre qu'on connaît, et en même temps de savoir que on est dans une situation de stress, mais s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de soutien à ce moment-là, c'est pas toi mon copain, c'est bien Sacha. Du coup, forcément, tu prends un peu plus de recul et je pense que tu mets un peu toi tes angoisses en retrait en te disant non, là de toute façon, si on a besoin de toi, il faut que tu sois prêt, quoi. Donc non, pas franchement, j'appréhendais pas, et pendant l'accouchement, j'ai aucun souvenir de stress, d'angoisse. Au contraire, je veux dire, en plein milieu, je me suis barré faire mon petit café dans ma cuisine. J'ai passé 6 heures à raconter les conneries et à sautiller sur le ballon. Sur les photos, on rigole tout le temps. Mais ouais, sur Ah les ouais. photos, Sur on les se marre photos de tout le temps, l'accouchement, enfin. alors soit c'est des photos où je suis en pleine contraction, donc je Ouais. rigole pas trop. Oui, Soit moi. c'est des photos en dehors de mes contractions, et du coup, on est tout le temps en train de rire. C'est fou, tu vois. Trop bien. On en parlera dans le prochain épisode. Ouais, Ça crée de l'ocytocine, on est bien, tout ça, c'est ça. ouais, c'est clair. Ouais. Là, je suppose que à la maison, t'es bien, t'es chez toi, ça doit être Ouais, et un puis- vrai boost.
Quentin, il a raison sur la notion de confiance. Tu vois, ça a été un truc Ouais. qui a été, ça a été genre le fil conducteur de toute la grossesse. Ouais. Tu vois, c'est que on avait confiance en tout. On avait confiance l'un dans l'autre. Quentin, il savait très bien que jamais je prendrais de décision qui pouvait potentiellement mettre notre bébé en danger ou moi. Tu vois, je suis quand même allée m'inscrire à une maternité de Ouais. type 3 au cas où. Ok. Et je m'étais même inscrite au plateau technique de ma sage-femme au cas où je changeais d'avis sur la péridurale. Ok. Mais alors, je reviens sur le côté plateau technique. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est. En fait, un plateau Alors. technique, ça va être une sage-femme libérale qui a un arrangement ou un partenariat avec une maternité qui lui cède, en gros, qui lui laisse à disposition une salle où elle peut s'occuper de ses patientes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, du coup, mais quand tu es en plateau technique, il faut quand même aller s'inscrire, il faut faire la visite. Ah, tiens, on n'a pas parlé de ça. La visite La anesthésiste. consultation tout d'anesthésie. ça. Mais oui, quel beau Ouais. moment. Parce que le truc, c'est que de faire un accouchement à domicile, ça nous a confrontés aussi à énormément de violences gynécologiques Ouais. Ouais. pendant le suivi de grossesse. Où ils sont culpabilisants par rapport au. Ils sont culpabilisants, Ouais. ils sont menaçants. Ouais. Celle qui nous a fait l'écho de deuxième trimestre, elle m'a fait mal. J'avais un bleu Ah sur ouais le ventre après. Ouais. Comment c'est possible? Ouais. Parce qu'elle n'était pas contente. Ouais, non, puis elle avait les pas. Et puis elle a avait pas pas du l'air tout apprécié en totalement plus nette. qu'on démonte tous ses arguments un par un. C'était Déjà peut-être pas le meilleur moment. Non, et puis en plus, tu sais, elle a commencé par nous dire, elle nous fait, on avait un peu rigolé, elle nous fait, ah, vous faites un accouchement à domicile? Ah bah c'est que vous devez rien y connaître. Quand elle lui dit, alors, je suis infirmier, je fais pas mal de mater, et puis ma compagne, elle est infirmière en réanimation néonatale. T'es là, donc, si, un peu. Et puis elle nous fait, oui, mais si vous avez pris cette décision, c'est que vous avez pas vu assez d'accouchements, ça se passe mal. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est 100% de mon travail. Ouais. Alors, c'est littéralement 100% d'accouchements qui se passent pas bien, quoi. Donc, si. Et en fait, on a, pendant toute l'écho, on a démonté ces arguments un à un jusqu'à ce que Quentin il lui dise, bon, écoutez, en fait, Et c'est bon, on a compris Voilà. votre point de vue. Ouais. il lui a dit, on a Je compris pense- votre je pense Vous aimez qu'on pas peut- ça, mais Voilà, nous, vous c'est n'êtes ce pas qu'on veut. d'accord, nous c'est ce qu'on veut. De toute façon, là c'est pas ce qu'on vous demande pas un Ouais. avis médical, on vous demande de faire une échographie, vous c'est faites vos 3 terrible. photos et puis nous on s'en Puis va, après, merci quoi. elle m'appuyait, elle finit par me faire vraiment mal, donc je lui ai dit, ah, vous me Ouais. faites mal, et là, elle me répond, ah bah si ça vous fait mal, Oh là là, je peux pas me l'avoir. Voilà. Je la déteste. elle répond, ah bah si vous avez mal à cause de ça, bah attendez les contractions, quoi. Ouais. Comme ça, et on était là, mais c'est hallucinant quand même, quoi. Et après, quand j'ai fait le Si, rendez-vous ouais. anesthésiste à la Salpêtrière, donc d'abord j'ai rencontré le chef de service parce que Jackie Nizar, il s'appelle, il est tout à fait favorable à l'accouchement à domicile. C'est d'ailleurs pour ça que il accepte de récupérer les transferts à la Salpêtrière. Donc c'est là-bas, donc j'ai rendez-vous avec lui, il me dit très bien. Au début, il me demande ce que je vais refuser comme soins médicaux d'avance. Parce qu'il y a une partie de la population qui accouche à domicile qui en fait veut pas du tout d'actes médicaux. Ok. Et du coup, moi je lui dis, bah écoutez, je lui dis je refuse rien. Je dis parce que si je finis chez vous, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, faites-moi tout ce qu'il faut pour qu'on soit en bonne santé, quoi. Genre, je refuse rien du tout. Et il me dit, ah ok, machin. Après, je vais faire le rendez-vous anesthésiste à la Salpêtrière. Depuis, j'ai revu professeur Nizar qui m'a dit que cet homme avait été poussé dehors. Ah. Tant mieux. Mais je me rappelle, il me dit, il lève même pas les yeux du dossier. Il me dit, mais pourquoi vous inscrivez que maintenant? Parce que j'ai déjà alors, à la moitié de la grossesse, tu vois. Et je lui dis, mais parce que c'est un accouchement à domicile. Et là, il lève les yeux, avec énormément de dédain. Il me fait, ah, vous faites partie de ces bonnes femmes-là. Il Oh fait ça Ah comme là ça. là. Bah, lui Je te non plus, jure. je peux pas me le voir, tiens, voilà. Non, mais je te promets. Et après, tu sais, donc il me demande C'est tous les incroyable. examens pour voir s'il peut me poser une péri, tout ça. Donc je fais le dos rond et il voit, enfin il sent, je sais pas, enfin bref, il se rend compte que j'ai une sciatique. Et il me fait, ah, vous avez une sciatique, machin. Je dis oui. Il me dit, ah bah si on vous pose une péri, il faudra faire attention. Et du coup, je le regarde, je fais, mais vous faites pas attention d'habitude quand vous posez une péri? Tu vois, et il a pas su quoi me répondre. Et moi, tu vois, et en sortant de là, j'ai appelé Quentin. J'ai dit, mais ça m'a conforté dans mon choix, en fait. Enfin, je dis, les soignants, ils savent même plus ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et après, l'anesthésiste du plateau technique, parce que c'est pas fini, l'anesthésiste du plateau technique regarde mon ventre et me dit, mais vous avez des jumeaux? Je dis non. Et elle me dit, mais on vous a estimé le poids de votre bébé? Et à ce moment-là, elle était genre à je sais pas, 2,7 kg, un truc comme ça. Enfin bref, je sais plus. Et là, elle me fait, ah non, mais avec un bide pareil, je peux vous assurer que ça va être un bébé d'au moins 3,7 kg. Pour le sortir de là, bonne chance, quoi. Comme ça, elle me dit. Merci, Et là- je vous avais demandé quelque Non, chose. mais ça, se et là, rend elle pas m'a compte, fait hein. tout un discours très culpabilisant de vous mettez en danger votre enfant et blablabli et blablabla. Enfin bref, le truc un peu classique. Et en fait, elle m'a chamboulée.
Et en sortant de là, je me suis dit que si j'avais pas toutes mes connaissances professionnelles, mais aussi toutes mes connaissances empiriques que j'ai eues par les bouquins et tout, genre, je pense que vraiment, elle m'aurait fait douter Et t'as relu ta de BD. mon choix. Ouais. J'ai relu ma BD. Tu Non, mais serais surtout, peut-être j'ai appelé ma reparti sage-femme sur en sortant de là. Et je lui ai raconté, parce que c'est quand même dans son plateau technique, quoi. Donc, je lui ai raconté l'entretien et à quel point c'était scandaleux. Et après, quand on lui a parlé de... Parce que du coup, elle avait vu mon bleu, tout ça. Elle nous a conseillé une sage-femme qui faisait des échographies pour faire nos échographies d'après. Et celle-là, elle était merveilleuse. Genre, et on était là, mais pourquoi on n'est pas venu la voir dès le début? C'est fou. Le premier qu'on avait vu était bien. Ah C'est fou oui, qu'ils oh là là, culpabilisent il est à ce chouette. point. Je comprends pas. Ça va pas dans leur sens. Mais c'est Alors, parce en fait, c'est parce qu'ils ont peur. En fait, c'est parce qu'ils ont peur et du coup, c'est une peur qu'ils transposent sur toi. Après toutes ces préparations, toutes ces discussions, tous ces échanges aussi avec la doula, comment ça s'est passé? Je vais peut-être me lancer pour Vas-y, le coup. lance-toi. C'est mieux que moi, tu sais. Non, parce que je crois pas que tu te rappelles très très bien de cette journée. Bon, voilà, moi Non, j'étais là. surtout, je me Moi, rappelle pas trop de la veille. Alors, Où bon, Marina, elle t'a dit. Et moi, j'étais sur un autre monde. alors oui, parce que donc pendant toute la phase de préparation, Sacha m'a répété à plusieurs reprises non mais tu verras apparemment juste avant l'accouchement, les mamans elles ont tendance à vouloir tout déménager dans l'appart. Et là ça faisait 3 jours qu'avec Marina on regardait Sacha commencer à dire que ce meuble-là il serait quand même vachement mieux s'il était là. Et puis ça tiens je vais le mettre sur le côté. Puis il faudrait peut-être commencer à penser à ça, mettre ça de ce côté-là parce que ça s'il faut aller de la baignoire jusqu'à là où on va mettre la piscine pour l'accouchement dans l'appartement, bah, il faut qu'on puisse dégager le passage. Donc du coup on va pousser un peu la bibliothèque aussi sur le côté, elle sera quand même vachement mieux. Du coup avec Marina on se regardait avec un air de dire bon. Mais si ça a c'est un pas- nom, ça. Alors- C'est le principe de nidification. Nidation. Ouais. Ok. Donc voilà, là on était en plein dedans et c'est vrai que la veille, donc moi je devais partir travailler avec Marina, donc on regardait Sacha s'affairer et on s'est dit bon, si c'est pas pour ce soir, c'est pour demain. Et je me rappelle que d'ailleurs, le premier truc que j'ai dit quand je suis arrivé au boulot cette nuit-là, je leur ai dit bon, je suis là ce soir, mais soit je suis parti vers 3h du matin, soit je suis pas là demain soir, mais je sens que ça va arriver quoi. Ok. Donc la nuit se passe, je rentre à la Donc, maison. toi, tu le sentais comme ça? Tu Ouais. sentais que on y était? Attends, Toi, dis-moi, Sacha, avant ouais. que tu dises la- Moi, j'ai passé la journée avec Marina. On a marché 12 km. et sur la fin de la journée, sur la fin d'après-midi, tout d'un coup, je me suis sentie très, très bizarre. Je saurais même pas te dire encore maintenant pourquoi. Mais j'avais des sensations super bizarres. Et du coup, j'ai appelé ma sage-femme. Et je me rappelle au téléphone, c'est Denis, elle me dit, mais t'as des contractions? Et moi, j'ai fait, je sais pas. Je dis, je sais pas, juste je sens qu'il y a quelque chose de différent, quoi. Et elle me dit, écoute, rappelle-moi quand t'as des contractions. et on rentrait vers chez moi et j'ai demandé à Marina, donc ça faisait déjà une dizaine de jours qu'elle était là, et elle dormait chez mes parents, parce que du coup, chez mes parents, elle avait sa chambre, enfin voilà. Et cette fois-ci, et je lui ai dit, écoute, Quentin, il est pas là ce soir, mais en fait, il faut qu'on gonfle la piscine. Du coup, est-ce que tu pourrais venir à la maison et rester dormir à la maison? Et donc elle, en fait, je l'ai su bien plus tard qu'en fait, elle a compris à ce moment-là que j'étais en travail, en fait. Ok. Et elle a appelé Quentin, enfin, elle a envoyé un message à Quentin pour lui dire je reste dormir ce soir. et donc on gonfle la piscine et je vais me coucher et elle m'a prise en photo avant que j'aille me coucher, et en fait sur la photo j'ai une contraction que je sentais pas, ouais mais par contre qui se voit très très bien. Incroyable. Et après j'ai passé la nuit en fait à faire des allers-retours aux toilettes et à bien dormir. Le lendemain matin, moi je me suis réveillée presque déçue en mode finalement. Et Quentin est rentré du travail. Ouais, du coup, moi, je suis rentré sur les coups de 7h15, 7h20. J'avais ramené le petit-déj et tout. Je me suis dit, vu que Marina est là, on va faire un truc un peu sympa. Donc, on prend le petit-déj, tout se passe bien. Et là, je me rappelle très bien, à 7h43, Sacha qui tout d'un coup se lève en disant « Il faut que j'aille aux toilettes ». Et là, donc, Sacha fonce aux toilettes et elle y reste 45 minutes, presque 1 heure. Enfin, elle commençait à dire « Non, mais je pense que là, ça arrive. Je pense que là, c'est maintenant ». Du coup, moi, j'avais pris une application pour chronométrer en gros Ouais, les les contractions. Puis au bout d'une heure et demie, il était un peu moins de 9 heures, je vois les contractions quand même assez rapprochées, qui commencent à se rapprocher d'une minute entière de contraction, 5 minutes d'intervalle. Donc j'appelle la sage-femme. Et la sage-femme qui me dit
Ouais, bon, attends, là, je suis en train de partir sur mon plateau technique, mais t'inquiète pas, c'est une 4e part. Sacha, c'est la première, donc ça devrait aller assez vite. Je serai là à temps. Je serai là à temps. Tu me rappelles si ça s'accélère. Je me dis, bon, bah ok, j'attends. Sauf que là, mais juste après avoir raccroché, toute l'heure qui a suivi, c'était vraiment une contraction toutes les 2 minutes. Et je me rappelle t'avoir fait « Rappelle Sidonie !» J'en pouvais plus. Donc du coup, donc l'heure qui a suivi le premier appel, des contractions hyper rapprochées, très longues, très très fortes. Du coup, je rappelle Sidonie et je lui dis non mais là ça arrive là tout de suite maintenant quoi. Et elle me dit ah ouais mais en fait là mon accouchement il se passe pas exactement comme prévu. Bon, attends bouge pas, j'ai une collègue, je lui donne ton numéro, elle te rappelle. Donc nous un peu paniqués, on commence moi, ça m'aurait vraiment paniqué ça. Parce que là on commence à se Moi, dire. j'étais dans un autre monde. Hein. Ouais. J'étais même Sacha pas au était plus courant, là. hein. Ah non, moi j'étais plus là. Moi, ça y est, c'était Heureusement fini. que t'étais pas au courant, non? Bah non, parce qu'en vrai, même quand je l'ai su, parce que je me rappelle que tu m'as dit Sidonie, elle peut pas venir, elle m'a donné le numéro d'une autre. Je me rappelle juste de ça, mais je me rappelle pas comment je me suis sentie quand tu m'as dit ça. Donc je pense que je devais déjà être un peu focus mais en dans ta fait, bulle. moi j'étais paniquée, mais pas à l'idée que ce soit pas Sidonie, j'étais paniquée parce qu'en fait je comprenais pas. En fait, ce qui m'arrivait correspondait pas à tout ce que j'avais lu. Ouais. Et donc je comprenais pas pourquoi. Genre j'avais un travail aussi intense tout d'un coup et surtout moi je me suis dit en fait genre je sais qu'un accouchement sur un premier enfant en moyenne ça dure 12 à 15 heures. Ouais, c'est ça. J'étais là en fait si je passe 12 heures comme ça, je vais jamais tenir sans péridurale en fait. Donc moi j'étais plutôt dans cet état-là à ce moment-là. Du coup donc je reçois un message de cette collègue sage-femme qui me dit écoute je suis en route, est-ce que je peux t'appeler etc. Je lui dis bien sûr pas de problème, donc on discute au téléphone et tout de suite je sais pas une voix où je me suis dit ça va bien se passer. Ouais. Je me suis dit c'est bon, vraiment j'étais sûr que ça allait bien se passer, je tombais sur quelqu'un de très enfin tout de suite j'ai senti quelqu'un de très très jovial, très chaleureuse et donc on a discuté un peu, elle m'a demandé de lui décrire comment était Sacha etc. Elle m'a dit qu'au vu de la description que j'étais en train de faire, visiblement quand même ça ressemblait à du travail actif. Puis elle en avait pour justement elle me disait j'en ai pour 45 minutes de route. Ce que je te propose, c'est tu me mets en haut-parleur à côté de Sacha et moi je vais discuter avec elle, comme ça je saurai à quoi m'attendre en arrivant dans l'appartement, je serai pas surprise. En fait, Et du coup, elle voulait écouter mes contractions. Ok. Elle voulait m'écouter pendant mes contractions parce que le fait de m'entendre et d'entendre les sons que je faisais, en fait, elle, ça lui permettait de savoir à quel stade d'avancement j'en étais dans le travail. Ok. De jauger Tu vois. quoi. Oui, c'est ça. Ok. Puis peut-être ça lui permettait de commencer à créer un lien avec Ah oui, toi oui, bien aussi. sûr. Bien sûr. Et puis je me rappelle, j'ai été apaisée tout de suite. Ouais. Attends, faut la toper quand même. Elle s'appelle Jennifer. Oui, Et ben on l'embrasse Jennifer Ah, aussi. Jennifer. On embrasse tout le Il y monde. avait Jennifer et Chloé qui étaient là aussi. Et Chloé. Après, Bah, mais c'est pareil. Jennifer qu'on avait au téléphone, ouais. Et c'est donc du coup Jennifer qui est restée pendant 45 minutes au téléphone avec Sacha et Sacha que j'ai senti très vite apaisé, ne serait-ce que par cette présence téléphonique. Jennifer a fini par arriver 45 minutes plus tard et c'est vrai que quand elle est rentrée dans l'appartement, mais il y a un rayon de soleil qui est rentré quoi. C'est cette grande dame qui est rentrée avec un sourire, mais un sourire Ouais, un comme sourire on n'en avait incroyable. jamais vu quoi. Et elle est arrivée et tout de suite elle a réinstallé justement cette ambiance de quiétude, de détente, de moments positifs. Et elle nous a mis super à l'aise tout de suite. Elle a accompagné Sacha. Enfin voilà, elle a été beaucoup dans la proposition. C'est voilà, est-ce que ça te va si on fait comme ci? Est-ce que ça te va si on fait comme ça? Moi, je peux te proposer de faire comme ça ou comme ça. Elle a vraiment laissé complètement le champ libre à Sacha. Et derrière, enfin bon, pour nous, à l'extérieur, tout s'est super bien passé. Tout a été dans le calme. Pour Sacha, on est quand même vraiment rentré sérieusement dans la phase active à ce moment-là, parce qu'on en était à quoi? On était à 3 ou 4 heures peut-être, 4 heures je dirais, après le vrai début des contractions. Du coup, bah là, Sacha est un peu rentré dans le dur à ce moment-là, quoi. La piscine était gonflée. Et remplie. Et rempli. Remplie. Ouais, je faisais des allers-retours à ce moment-là dans la piscine. Ouais. Mais c'est vrai que l'arrivée de Jennifer, pour moi, elle a marqué un tournant dans l'accouchement parce que vraiment, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ok. Je me disais, c'est pas normal que ce soit aussi intense à ce moment-là. Moi, j'avais pas du tout compris que j'étais en travail depuis la veille. Hein. Pour moi, j'avais Ok. commencé le travail à 7h30. Et donc, quand Jennifer est arrivée, je voulais savoir à combien j'étais dilatée. Alors que j'avais eu 0 toucher vaginaux de tout mon suivi de grossesse. 0. Et quand elle est arrivée, je me rappelle, Jennifer, elle me dit comment tu te sens? Et j'étais là, à combien je suis? Et elle voulait pas... Enfin, c'est pas qu'elle voulait pas me le faire, mais sur le coup, elle me dit... T'es sûre que tu veux que je te fasse un toucher? Parce que je pense qu'elle avait pas du tout besoin du toucher. Ouais. Et je lui dis oui, je veux savoir. Ouais. Et donc elle me fait le seul et unique toucher vaginal que j'aurai de toute ma grossesse et de tout mon accouchement. Et
Je me rappelle, elle me dit « Ah oui, ça avance bien !» Et moi, j'étais là, ça veut dire quoi, ça avance bien? Et elle me dit « Bah, t'es dilatée à 7. » Et en fait, quand elle m'a dit ça, genre tout de suite dans ma tête, j'ai fait « Ok, donc c'est pour ça que c'est aussi rapproché, Ouais. c'est pour ça que c'est aussi Ça intense. » fait En aussi fait, mal. Ça fait mon aussi corps mal, fait bien le taf. Et en fait, à partir de là, bah, j'ai pratiquement pas de souvenirs. Parce que je pense que du coup, en fait, ça m'a tellement rassurée, j'ai mais lâché prise totale. Et genre, je me rappelle de pratiquement rien. Et quand j'ai revu les photos après, il y avait des photos. Je disais, mais c'est quoi ça? Et du coup, on m'expliquait après. Mais genre, j'en ai aucun souvenir, tu vois. Genre, Quentin, à la fin, le soir, parce que Yuna est née en milieu de journée à 13h43, pour être exact. Et le soir, je dis à Quentin, putain, j'ai mal à la gorge. Quentin, il me dit, mais avec tout ce que t'as hurlé, tu m'étonnes que t'as mal à la gorge. Et j'étais là, ah bon? Mais moi, j'ai zéro souvenir d'avoir hurlé, quoi. Zéro. Ouais. T'as aucun souvenir de De tout ce qui s'est passé après. Ouais. J'en ai très très peu. Ah ouais? Très peu jusqu'à ma phase de désespérance où là par contre je me suis réveillée d'un coup. Ok. Mais sinon j'en ai très peu. Je me rappelle de l'odeur du café. Je me rappelle d'avoir tout le temps eu, parce que je voulais que de l'eau chaude, donc au bout d'un moment il y avait même plus d'eau froide au robinet, c'est que de l'eau chaude. Et du coup j'avais très très chaud, et donc je me rappelle que j'ai eu un courant d'air dans le visage pendant tout mon accouchement, et j'ai su a posteriori qu'en fait Marina, elle a passé 6 heures à me tenir un ventilateur devant le visage. En fait, c'était ma question d'après. C'était quoi sa place à Marina? Marina, Du coup, c'était le ventilateur. Entre autres. Ok. Entre autres, mais tu sais, elle était là en présence quand Quentin il remplissait la piscine avant que les sages-femmes arrivent. Elle me faisait par exemple des points de pression pour me soulager mes contractions. De l'acupression. Non, c'est des points de pression qu'elle fait avec ses mains. Ouais. Ah d'accord. Ses poings sur les côtés. Ouais. Des trucs comme ça. Et je me rappelle que Marina, elle était là. Et surtout, elle a fait un truc que je lui avais demandé. Moi, j'avais demandé des photos. Ok. Je voulais pas que ce soit Quentin qui s'occupe de ça. Ok. Et Parce donc, que tu voulais qu'il soit sur les photos. Je voulais des photos, je voulais des souvenirs. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais lu tellement que je savais qu'a priori, je me rappellerais pas de grand-chose. Okay. Et je savais aussi d'avance que de toute manière, moi, quand je suis pas très bien, j'ai pas trop envie qu'on me touche. Genre, faut un peu me laisser tranquille. D'ailleurs, vous m'avez pas beaucoup touchée. Hein. Mais même sur les photos, je suis tout le temps toute seule. Et du coup, j'avais dit à Marina, un de tes jobs, c'est de prendre plein de photos, je veux plein de souvenirs. Et elle a très très bien fait ça. Trop bien. Et donc, c'est peut-être Quentin qui va nous raconter la suite. Vas-y. Parce qu'il se rappelle. Ouais, ça va. Donc, la sage-femme Jennifer avec Chloé, c'est ça? Ouais, Chloé est arrivée un peu après. En fait, si tu veux, Jennifer, ça a été la sage-femme principale, donc celle qui était vraiment à mes côtés, même si Chloé l'était aussi d'ailleurs, parce que c'est elle qui a fini l'accouchement avec nous. Mais Chloé, son rôle, c'était de tout retranscrire notamment. Tu vois, donc tout le compte-rendu, c'est elle qui l'a écrit. Et donc du coup, après moult péripéties, je suis un peu déçu que Sacha n'ait pas cité son petit seau chéri qu'elle n'a pas lâché pendant tout l'accouchement. Parce que Sacha dit qu'elle était seule dans la baignoire, mais non, parce que Sacha avait un seau, et malheur à celui qui essayait de toucher au seau. Pourquoi? C'était un seau qui servait à quoi? C'était au cas où elle vomisse. D'accord. Elle avait un seau avec elle qu'elle a gardé pendant les 4 heures qu'elle a passées dans la piscine. Et si t'avais le malheur de ne serait-ce qu'approcher ta main du seau, mais tu prenais une chasse, mais comme pas possible. Enfin voilà, tu vois, moi je m'attendais justement dans l'accouchement à me faire traiter de tous les noms en mode t'as vu ce que tu m'as fait? Non, moi pas de problème, il n'y avait pas de souci, mais par contre ne touche pas à mon seau, quoi. Mais non, du coup, après sur le reste de l'accouchement, parce que ça allait quand même assez vite, hein, parce que du coup, donc on disait ça a commencé vers 7h40, ça a terminé à 13h40, donc 6 heures de temps, ça a été hyper rapide. Ouais. On a rien eu le temps de voir en fait. C'est juste du coup, au bout d'un moment, Jennifer et Chloé avaient bien compris que l'accouchement était bien avancé, mais qu'il y a eu une petite latence où visiblement Sacha avait peut-être un peu plus de mal à pousser. Et du coup, elles l'ont invité à sortir de la piscine parce que Sacha refusait catégoriquement au départ. Après, elles ont pris le temps de lui expliquer que se verticaliser, ce serait peut-être une bonne chose pour aider à ouvrir le col, etc. Et du coup, Sacha a fini par se lever. Et 10 minutes plus tard, peut-être, il y avait la tête de Yuna qui sortait. Et là, Chloé lui dit « pousse encore une fois ». Et elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que Sacha a hurlé d'un coup et tac, Yuna est sortie, mais tout d'un coup. On a la photo. On a la photo. Parce que j'ai accouché debout. Ouais, et donc Marina, elle a pris cette photo incroyable. On a la photo de Chloé qui récupère Yuna. Wow.
Ouais, c'est beau. Incroyable. Mais ce qu'on n'a pas, par contre, c'est les mains de Sacha qui balayent les mains de Chloé, Ah bon? mais qui lui poussent ses mains d'un coup en ouais récupérant Yuna, Ah ouais? qui se la colle sur le ventre Ah et qui se met à avancer tout doucement vers son lit. Touche pas, c'est mon bébé. Mais Un truc un peu animal, Ah quoi. ouais. Ah, mais c'est ça. Moi, enfin, je me rappelle juste à ce moment-là. Je me rappelle, c'est vrai que j'avais Yuna et genre j'ai levé les yeux et je voyais mon lit. En fait, je sentais plus mes jambes du Ouais. tout. Genre, il m'a fallu 13 mois pour me remettre de ça sur mes jambes. Et donc, et je voyais mon lit et genre, je me rappelle avancer, j'ai capté le regard de Marina, je lui ai fait « j'ai faim ». Comme ça. Et Manger. oui, mais tu sais, en plus, Yuna, je la voyais pas, elle avait un cordon qui était très long. Ouais. Qui était très long, pas du tout, qui était très court. Très court. Et donc, en fait, elle était sur mon ventre. Et donc, en fait, quand je suis allée m'allonger, bah, il y avait ma poitrine, mon bide, machin. Enfin bref, je voyais pas l'enfant, quoi. Et donc, Jennifer, elle a pris une vidéo en selfie pour que je puisse voir mon bébé. Ouais. Et sur la vidéo, je suis en train de manger. Ah ouais? Je suis en train de manger sur la vidéo, quoi. Moi, déjà, la question, c'était, mais tu y as répondu, est-ce que tu accouches sur le sol? Est-ce que tu accouches allongé? Est-ce que tu accouches debout? Est-ce que tu accouches Comme tu Alors, veux. dans la piscine? Enfin, en fait, c'est comme tu veux et c'est surtout comme veut ton corps. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu d'accoucher dans la piscine. Heureusement que j'ai pas accouché dans la piscine parce que de toute façon, l'eau était bouillante. Donc, Ah heureusement ouais que j'ai pas accouché dans la piscine. Ouais. Mais j'ai passé tout mon travail sur les genoux. Ouais. Et effectivement, ça, je m'en rappelle parce que c'était après ma phase de désespérance. En tout, j'ai poussé pendant 1h30 quand même, Ok. donc c'est long. Ouais. Et effectivement, j'ai senti que ça avançait plus. Et tu sais, quand je mettais mes doigts pour aller sentir, je sentais un truc. Mais C'était sa tête? non, en fait, c'était le sac de liquide D'accord. amniotique. Ok. Parce que j'avais pas perdu les os. Moi, j'ai Ok. perdu les os juste avant que la tête de Yuna, elle sorte. Ok. Et c'est vrai que je me rappelle de ça. Je me rappelle de Jennifer et Chloé qui me disent, mais sors de la piscine, le fait de te mettre debout, Ouais, ça c'est va ça. faire jouer la gravité. Et effectivement, je me rappelle que je suis sortie de la piscine, on a contourné comme ça. Et genre, j'ai dit, il faut que je m'accroupisse. Je me suis accroupie. J'ai eu une poussée, mais genre, tu peux pas lutter. Hein. Ouais. Clairement, c'est pas toi qui décides. La poche des os a pété. La tête de Yuna est sortie. Et après, genre, j'étais là, faut que je me lève. Tu vois, et je me suis mise debout et le corps est sorti. Incroyable. Les souvenirs sont revenus à ma phase de désespérance, du coup, tu vois, où Ah, j'ai bah dit à oui. Quentin, je dis à Quentin, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je dis, mais Donc, pourquoi on a fait ça? Mais qu'est-ce t'as- qu'on fout? Ta phase de désespérance, c'était à ce moment-là, quand tu étais accroupi? Non, c'était C'était avant avant la poussée. Et La du- phase D'accord, de désespérance, ok. elle Juste- arrive avant la poussée. S'il Ok. y en a qui savent pas ce que c'est la phase de désespérance. Alors en fait, la phase de désespérance, ça correspond, en fait, c'est la traduction d'un pic d'adrénaline que tu sécrètes pour que ton corps il ait assez de force pour justement pousser et faire sortir bébé. Et donc pour que ton corps il ait assez de force, en gros, si tu veux, faut mettre de côté tout l'ocytocine et tous les endorphines que tu as accumulés pendant le travail. Et donc ce qui marche le mieux, c'est l'adrénaline, sauf que d'un point de vue extérieur, l'adrénaline, c'est une hormone de stress. Donc, quand tu as un shoot d'adrénaline aussi puissant, Ouais. bah, en fait, ça se traduit par de la peur. Tu as Ok. de la peur et de la panique. Donc, souvent, c'est là où les femmes, elles disent qu'elles sont en train de mourir, etc. Donc, moi, je crois pas avoir dit ça. Non, non. Enfin, je me rappelle juste que tu m'as dit que t'allais pas y arriver, etc. Que t'en Ouais. pouvais plus, que voilà, que t'étais au bout de tes forces, etc. Et je t'ai dit à ce moment-là, non mais tu sais ce que c'est, tu sais que t'es en plein milieu de ta phase de désespérance, on s'est préparé pour ça, tu savais que ça arriverait, etc. Et tu Donc, vois, ça, je j'ai- m'en rappelle. Et ça Et t'a j'ai fait du essayé bien de- d'entendre Oui, ça? en fait, je me rappelle que les mots de Quentin, genre dans ma tête, j'ai fait « Oh putain, mais oui, c'est la Ouais. phase de désespérance !» Tu vois, j'étais là « Ah oui !» Et après, il me dit « Ça veut dire qu'on va bientôt la rencontrer ?» Et j'ai fait oui. Et en fait, ça m'a fait sortir de ma phase de Incroyable. désespérance. Ouais. Et après, il continue à me parler parce que je pense qu'il avait pas capté que j'étais sortie de ma phase de désespérance. Et du coup, j'étais là, chut. C'est bon, j'ai plus besoin là. Et, pareil, je crois que ça a on été a la filmé vidéo, d'ailleurs. ouais, on a la vidéo de ça où il me parle et où je le regarde et je lui fais, chut, Tais-toi. arrête de parler. Et tout le monde se marre du coup sur la vidéo, tu vois. Mais ouais, on l'a en image celle-là aussi. Au moins, ça m'a permis de savoir qu'en effet, elle était sortie de sa phase de désespérance. J'étais rassuré moi aussi. Et Quentin, ta place, parce qu'on parlait tout à l'heure où tu disais que tu étais un peu dans l'impuissance et tout, quelle était ta place pendant cet accouchement? Comment tu t'es senti, toi? Bah, je me suis senti, enfin, je suis resté quand même très très près de Sacha tout le long. Enfin,
J'ai quand même beaucoup échangé avec elle, je lui ai beaucoup tenu les mains. Par exemple, quand elle était debout, vraiment juste avant d'accoucher, elle disait qu'elle s'accroupissait, qu'elle se tenait de toutes ses forces. Elle se tenait pas à un meuble, elle se tenait à moi, quoi. Ouais, Quentin, c'était mes jambes. Non, mais parce que Ouais. faut se dire qu'à ce moment-là, vraiment, je ne sentais plus mes jambes. Genre vraiment. Et donc, Quentin, ça a été mes jambes, complètement. Genre, j'ai pris tout mon poids. Ouais. Je lui ai détruit le dos, le pauvre. Ouais, 13 mois à s'en remettre pour elle, moi j'y suis encore. Ouais, donc un vrai soutien, littéralement, pendant cet mais accouchement. c'est quoi. sûr. Si Quentin il avait pas été là pour X raisons, je pense que j'aurais fini à la mater, sincèrement. Ouais. Je pense que j'aurais pas du tout réussi à gérer comme j'ai géré là. Tu vois, genre, en fait, je me sentais pleinement en sécurité et c'était pas forcément que du lieu, mais c'était aussi des gens avec qui j'étais. Tu vois, quand Sidonie elle nous a dit qu'elle pouvait pas être là, en fait, elle nous connaissait tellement bien que je savais qu'elle enverrait pas n'importe qui chez Ok. nous. Tu vois, Ok. donc en fait, à aucun moment, je me suis dit, mince, j'ai plus mon cocon. Et par contre, je pense que si Quentin avait pas été là, pour moi, ça brisait cette bulle de sécurité, tu vois. Non, puis sinon, je pense que ma place dans l'accouchement, pendant les phases vraiment de contraction, où, comme le disait Sacha un petit peu plus tôt, quand elle a mal, quand elle est pas bien, elle déteste qu'on la touche. Genre vraiment, elle supporte pas qu'on la touche. Du coup, là, je m'avais plutôt tendance à me mettre en retrait, laisser le temps faire. Par contre, dès que les contractions passaient, elle revenait à elle, même si elle s'en rappelle pas. Mais du coup, là, généralement, il y avait toujours un petit mot, une petite blague, un petit... voilà, un petit truc pour se remettre un peu dans la normalité, pour Ouais. sortir un peu peut-être du fait que le moment soit aussi fort, quoi. Histoire de pas dédramatiser, c'est pas le bon mot, mais de désamorcer D'apaiser un peu. un peu, voilà, d'apaiser un Ok. peu pour que Ouais. l'instant soit plus serein. Du coup, je me suis vraiment senti actif. Alors que, justement, comme je disais, de l'expérience que j'ai pu voir, d'autres pères que j'ai pu voir en salle de travail, où là, vraiment, même s'ils ont extrêmement envie d'être présents auprès de leur compagne, et même s'ils ont vraiment envie d'être investis dans ce qui se passe pendant l'accouchement, le coparent, il est mis de côté Ouais. par l'équipe médicale, parce Ouais. que, mais monsieur, mais poussez-vous, vous comprenez, j'ai besoin de place pour travailler. Voilà, là, moi, j'ai pas du tout eu ce truc-là de me sentir mis à part, d'être de côté. Au contraire, non, je me suis senti vraiment présent, actif Ouais. dans ce qui se passait. Pleinement dedans. J'ai recroisé Jennifer il y a pas longtemps, parce que j'étais à l'avant-première de Naissance Respectée. Donc il y avait Sidonie, donc j'ai pleuré. Et il y avait Jennifer, donc j'ai pleuré aussi. Et après, j'ai beaucoup discuté avec Jennifer, et elle m'a dit qu'elle parlait de nous en cours de préparation à l'accouchement, qu'elle parlait du fait qu'elle n'avait jamais vu une femme en train d'accoucher aussi shootée que moi à ses propres hormones, déjà. Et elle parle du seau. Ah oui. Elle parle du seau, ouais, et que quand elle parle au père et qu'elle répond aux questions des pères, elle parle beaucoup du rôle de Quentin. Ah ouais. Ouais. C'est beau. Si. Ouais, c'est beau, moi j'ai trouvé ça trop cool. Franchement, Ouais. je me suis sentie... Ah, ça l'est. On Hein. va pas se mentir, je me suis sentie trop fraîche. Hein. Je te jure, j'étais là, ah bon, tu parles de nous? Et elle me dit, bah oui. Et elle m'a fait trop rire, elle m'a dit, bah oui, j'ai jamais vu quelqu'un aussi attaché en seau. Et c'est vrai qu'elle nous l'avait dit après l'accouchement, qu'elle en avait fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'accouchement, elle nous a dit, je pense que cet accouchement va particulièrement me marquer. Ouais. Et je comprenais pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'après que Sacha l'ait revu à cette occasion-là, j'ai un peu mieux compris ce qu'elle voulait dire par là. C'est vrai que c'est en effet très touchant et un peu flatteur. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, c'était vraiment un tout, quoi. Pour moi, c'est ultra cliché, mais c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Tu vois, c'est le pire dans un sens, parce que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Mais c'était, tu vois, c'était vraiment genre l'accouchement de mes rêves. Tu vois, genre... Et tu sais, un des souvenirs que j'ai le plus, c'est l'odeur de mes draps. Quand je me suis allongée dans mes draps. Non, mais parce qu'en fait, tu sais, nous, on est dans l'odeur de l'hosto tout le temps. Ouais. Et les draps de l'hosto, ça pue. Ouais. C'est vrai. Et je me rappelle, avec mon pain, mon bébé, comme ça, je me suis allongée, mais vraiment, je me suis laissée tomber dans mon lit. Et je me rappelle, genre, je me suis fait envelopper de l'odeur de chez moi, tu Ouais, vois. c'est puissant comme Et j'étais là, souvenir. genre, oh, je suis dans mon lit, quoi. Ouais. Enfin, c'est ouf. Je suis dans mon lit, je suis chez moi, quoi. C'était trop bien. Ça, c'était trop bien. On s'était arrêté à Yuna qui du coup était collée à toi. Toi, t'étais partie, si j'ai bien compris, dans ton lit. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que le cordon est toujours là. Le placenta est toujours Le placenta. accroché. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais. Et oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai Clopiné jusqu'à ton lit. clopiné jusqu'à mon lit avec un petit jet fin au passage. Arrivé dans mon lit, j'avais un morceau de pain dans la bouche.
Et je me rappelle que je me suis allongée. Jennifer, elle a pris la vidéo pour que je voie Yuna. Elles m'ont fait une injection de syntocinon, donc de l'ocytocine de synthèse, parce que je l'avais demandé, Ok. pour la délivrance du placenta. Ok. Parce que, en fait, quand on a fait l'IVG, en fait, ce qu'on savait pas, c'est que j'avais fait une fausse couche entre-temps. Et du coup, le jour de l'intervention, j'ai fait une hémorragie, une belle grosse hémorragie. Et du coup, en fait, j'avais quand même cette peur un peu de Petite faire appréhension. une hémorragie. Ouais. D'accord. Et je savais que l'injection de syntocinon après que le bébé soit sorti, ça diminuait de 40% les risques. Ok. Même si C'est bon à savoir. le fait de faire un accouchement physio, déjà de base, t'as pas beaucoup de risques d'une hémorragie de la délivrance. Ok. Mais voilà, donc du coup, on avait discuté en amont avec la sage-femme et du coup, de base, elle nous l'avait conseillé et du coup, je l'avais accepté. Donc je me rappelle que j'ai eu l'injection pour la délivrance du placenta. Le placenta est sorti et pendant que le placenta sortait, du coup, Yuna elle était en peau à peau sur moi et elle faisait un peu sa petite vie. Je sais pas trop à quel moment. Ah si, Jennifer, elle nous a proposé de toucher le placenta, tu te rappelles? Ouais. Même Marina, elle a touché. Mhm. On a tous touché le placenta en mode oh tiens c'est marrant. Même Marina parce que Jennifer chaud. du coup elle a vraiment tu vois genre elles ont vraiment inclus Marina dans le Ouais, moment. Je pense ok. que de toute manière elles ont compris que c'était un peu inévitable et donc même Marina lui a proposé d'aller toucher tu vois comment c'était quoi le placenta bien, et tout ouais. tu vois et à un moment je fais ah comme ça et en fait genre je baisse les yeux et en fait Yuna était au sein, elle avait réussi à me choper le mamelon Incroyable. toute seule comme une grande Ça, c'est fou aussi, hein, qu'ils sachent déjà. C'est déjà en eux, ce... Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non, c'est à toi de nous éclairer. Ouais. Parce que, en fait, le mamelon, tu sais, il change de forme, de couleur, Ouais. et il change aussi d'odeur pendant la grossesse. Et Ok. en fait, il a l'odeur et le goût du liquide amniotique, Ah, le d'accord. mamelon. Donc quand les bébés Ah. ils viennent de naître et qu'ils sont en peau à peau sur leur mère, en fait, ils se repèrent à l'odeur. Vache, Ah. je savais pas du tout. Ah, c'est bien fait quand même. C'est bien Franchement, fait, hein. c'est trop bien fait. C'est incroyable. Ok. Le ouf. cordon, qui l'a coupé? C'est moi qui l'ai coupé. Ah bon? Mhm. Ça fait quoi? Pardon. Bah, je sais pas, j'ai rien ressenti de particulier. Après, pareil, j'avais déjà coupé un cordon ombilical. Ok. Même si là, c'était pas évidemment pas du tout la même chose Ouais. qu'avec une parfaite inconnue que j'avais rencontrée 4 heures plus tôt. C'était un acte médical. Voilà. Ça faisait déjà plusieurs minutes que Yuna était là, que je la voyais sur le ventre de sa mère, que je me disais que dans 5 minutes, ça allait être mon tour. Couper le cordon, ça me rapprochait juste du vrai moment Ouais. que moi j'attendais, c'était de la prendre. Ok. Parce que là, du coup, on la laisse, elle est au sein. Je l'ai gardé en peau à peau un moment hein, quand même, Ok. hein, parce que je crois que je l'ai gardé en peau à peau presque 2 heures, je crois. hein, Ouais, au pas loin, début. ouais. Et Sidonie est arrivée entre-temps, surtout. Je me Ah, rappelle, cool. elle est arrivée, elle a fait Oh bah, j'arrive trop tard. C'était Après la juste après bataille. la délivrance du placenta. Ouais. Elle fait oh non. Comme ça, je me rappellerai toujours. Mais elle avait ramené les sushis. Elle avait ramené C'est les sushis, vrai. ouais. Incroyable, hyper sympa. Ouais, elle avait ramené les sushis et après, j'ai eu envie de faire pipi. Je pouvais pas attendre du tout. Quentin commençait à s'installer bien comme il faut pour son peau à peau, machin. Et moi, j'étais là, j'ai pas le temps. J'ai dit, Marina, prends-moi ce bébé. J'ai mis le bébé dans les bras de Marina, je suis allée faire pipi. Et quand je suis revenue, elle était déjà en peau à peau sur toi. Et Yuna. Et ça t'a fait quoi? Là, pour le coup, là, oui, là, c'est vraiment à ce moment-là que pour moi tout s'est passé. J'ai dû rester 1 heure comme ça avec elle posée sur moi. J'ai dû pleurer à peu près pendant 59 minutes et 59 secondes. Et là, pour le coup, c'était un moment hors du temps. Là, pour le coup, il y avait rien autour. Ouais. Il y avait 5 autres personnes que moi dans les 2 mètres alentours. Et je les voyais pas, je les entendais pas, je les sentais pas. Il y avait juste Yuna et moi. Et Lilo. Oui, ce que j'allais dire, et le chat. Et qui est Lilo, venu. notre chat, un moment, qui est venu me renifler la tête. Non, ça se mange pas. Non, ça n'a pas l'air de se manger, je me casse. Ça, je l'ai pris en vidéo aussi. Ça Ah aussi, ouais. on l'a en Ouais, vidéo. on l'a en ouais. vidéo Chouette. la première fois où Lilo elle monte sur le lit et puis tu la vois qui s'approche comme ça, genre c'est quoi ce truc? Mais ouais, non, du coup, ça a été vraiment ce moment de rencontre où, genre, enfin, je me disais, justement, cette petite fille qui, à chaque fois que je rentrais à la maison et que je posais la main sur le ventre de sa mère, faisait des cabrioles Ah là pas là, possibles pour ouais. venir se lever. Là, pour le coup, elle est là. Ouais. Ça y est. Incroyable. Elle est. Enfin, c'est un peu Alors, elle est bizarre réelle, peut-être quoi. dit Ouais. comme ça, mais ça y est, maintenant, elle est autant à moi qu'à sa mère. Ça, il y avait un peu aussi ce truc-là, de me dire que ça y est, cette relation, elle était pas exclusive, mais
Elle était à l'intérieur Ouais. de sa mère, elle était vraiment que avec elle. Moi, j'étais que un son, une sensation, une chaleur. Là, pour le coup, ça y est, on était tous les deux, on se rencontrait en fait. Genre, on se rencontrait pour de vrai. Et ça, c'est le plus beau moment de ma vie. Ça, par contre. Ah ouais. Ça, ouais. Trop beau. Et tu sais, ce qui a été trop bien, c'est que. Parce que la baraque était un bordel sans nom, hein, après un accouchement à domicile, avec des fluides un peu partout. Hein. Je me rappelle quand on est ressorti de la chambre pour la première fois, c'est comme si c'était rien passé. Genre, Marina, elle avait tout, Ah ouais. elle avait tout rangé. Il restait plus que la piscine. Il restait que la piscine, Elle parce a qu'elle viré pouvait pas tout le la vider seule. Hein. Ouais. Donc il restait que la piscine, mais sinon tout le reste, genre tout était nickel. Elle nous avait préparé à manger et tout. Oh là là. C'est bon, tu vois, genre on pouvait commencer notre vie à 3 tout de suite, quoi. Ouais. Il n'y avait pas cette phase d'abord de rangement. Et Marina, elle est restée combien de temps après? Je saurais pas dire exactement combien de temps en vrai, parce qu'on était un peu dans une bulle. Ouais, hors du temps. Ouais, mais elle est restée, ouais, c'est ça. Grosso modo, elle a dû rester 1 mois après. C'était trop bien. En fait, on avait 0 charge mentale. On a passé 1 mois à rencontrer notre bébé. Et ça, Tu du vois. coup, c'est le rôle de la doula de vous permettre ça. Ouais. Ah, ok. Mais après, tu sais, les doulas en France, elles font pas. Alors, il y en a qui le font, mais ça coûte très très cher. Nous, on a eu tout ça gratos, Ouais. tu vois. Et elle était là vraiment, genre 24 heures sur 24. Les nuits où elle a dormi à la maison, c'est parce qu'on lui a demandé. Ouais. Tu vois, parce que du coup, Quentin, il a pas pu prendre son congé paternité d'un coup tout de suite. Du coup, il y a eu 2 semaines où il a travaillé, où du coup, Marina était là. Donc moi, j'ai jamais été toute seule. Ah, trop bien. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, genre pendant 1 mois, on n'a ni pensé aux lessives, ni pensé à la bouffe, ni pensé au ménage, genre... Et ça, c'est un luxe, mais on sait qu'on a eu énormément de chance. D'ailleurs, quand elle est repartie, en 24 heures, chez nous, c'était... tu marchais plus, quoi. Il y avait de la vaisselle, il y avait rien dans le frigo, on avait 40 machines à faire, genre. On a vu la différence quand on était là, Marina, reviens. Mais tu vois, genre, c'était un vrai cocon, tu vois, genre, les premières sorties, on les a fait ensemble, tu vois, on est parti au resto, 4 jours après que j'ai accouché, non, 6 jours après que j'ai accouché, on est parti boire des coups dans un bar, tu te rappelles? Ce coup-là où on est sorti boire des coups, on était fatigués tous les deux, c'est elle qui a pris Yuna en portage, Trop bien. tu vois, enfin, c'était tout un... Enfin, c'était genre notre ange gardien, quoi. Ouais. C'était incroyable, elle nous a couverts d'amour pendant 1 mois, quoi. Donc Marina est partie, la maison est redevenue normale. Ouais, c'est ça, en fait, normal, c'est ça. Et la suite, donc toi, tu étais en congé pat. J'ai repris le boulot moins de 2 semaines après l'accouchement. Ouais, c'est ça. Après, du coup, en fait, enfin bon, voilà, situation un peu compliquée, etc. Donc j'ai profité du fait qu'il y ait Marina pour me dire que Sacha serait pas toute seule. Du coup, j'ai repris le boulot pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que Marina parte. Là, j'ai repris 2 semaines de congé, puis j'ai refait 2 semaines de boulot. Et c'est seulement au mois de septembre où là j'ai pu avoir vraiment le 30 jours complets. Ok. Et là où on en a profité pour partir d'ailleurs, pour faire nos premières vacances avec Ok. Yuna. Ouais, on est parti. Ah oui, donc les premières vacances de Yuna, c'était au bout de 2 moins mois. de 2 Elle mois. avait 6 semaines, 7 Incroyable. semaines. Elle avait tout juste 2 mois. On est parti 2 jours avant ces 2 mois, on est parti le 4 septembre. Elle est née le 6 juillet. Vous êtes parti en où? Bretagne. En Bretagne. Ok. Ouais, dans sa maison de famille, Ah. en Bretagne. Vous diriez que c'était un bébé comment, Yuna? Un bébé de pub, parce que Ouais. je pense que c'est ce qu'on m'a le plus dit. C'est Ah ouais genre, c'est, enfin, On nous a dit qu'on le plus dit, était c'était une pub mensongère pour la parentalité. C'est ça. C'est exactement ça. On était une pub pour la parentalité. Yuna, elle a été très très facile, mais je pense que justement, comme disait, le fait qu'il y ait Marina pendant ces premières semaines, ça nous a tellement détendu, ça nous a tellement enlevé un poids que du coup on n'était pas du tout stressé en entrant dans la parentalité. Elle nous a retiré énormément de charge mentale, comme disait Sacha, et du coup ça nous a laissé le temps d'atterrir, en fait, de nous rendre compte qu'on était là avec notre bébé. On n'a pas eu aussi cette transition que peuvent avoir beaucoup de gens qui accouchent en milieu hospitalier, où on passe 3 jours avec du monde autour. Ouais. On est Ça entouré, brasse, c'est ouais. ça. Si on a des questions, on a des médecins, on a des sages-femmes, on a tout. Et après, on se retrouve à la maison et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Là, nous, on n'a pas eu cette transition-là. Du coup, on était déjà dans l'installation d'un quotidien et dans l'installation d'habitudes. Et puis, il y a aussi le fait que moi, c'est mon métier, Ouais, quand c'est même, ça. de m'occuper des nouveau-nés. C'est Donc, ce en que fait, j'allais. Yuna, ce que j'allais dire. je voyais tout, tu vois, j'ai montré à Quentin tous les soins à faire, on a tout fait, tu vois, genre, c'est des trucs,
qui paraissent peut-être un peu idiots, mais par exemple, genre le premier bain, des trucs comme ça, genre nous, ça n'a même pas été des questions pour nous, parce qu'en fait, moi, c'était mon quotidien. Ouais, ok. Déjà, donc en fait, tout ça, je savais. J'ai expliqué à Quentin le développement de son cerveau, tout ce qu'elle savait déjà faire, comment elle communiquait. Tu vois, je lui ai montré comment la décoder. Bon, après, chaque bébé a ses spécificités qu'on a dû apprendre quand même, tu vois, mais il y a quand même des trucs communs un peu à tous. Donc, en fait, toute cette charge-là, moi, je l'avais pas de base et je l'ai communiqué à Quentin. Je lui ai partagé toutes mes connaissances pro sur ce que c'est un nouveau-né, comment ça fonctionne, de quoi ça a besoin. Genre, par exemple, Yuna, on l'a portée non-stop pendant ses 6 premiers mois de vie. Ouais. Tu vois, on a eu une poussette, elle avait 7 mois. Avant ça, on l'a portée tout le temps. Et nous, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire que même à la maison, toutes ces siestes étaient en portage. Tu vois, Ah ouais. les seuls moments où elle n'était pas en portage sur nous, en fait, c'était sur ses phases d'éveil. Ok. Où du coup, là, on la mettait au sol, etc. On faisait des trucs. Mais sinon, elle était tout le temps en portage. Tout le temps. Ok. Du coup, comment te dire que c'était pas un bébé très compliqué parce que c'est leur premier besoin au bébé de se sentir en sécurité. C'est ça. Donc elle dormait super bien, tu vois, elle se réveillait pour téter, ce qui est normal parce que c'était un nouveau-né qui a besoin de manger la nuit, mais sinon elle dormait trop bien, genre elle nous faisait des nuits 18h, 9h du mat, tu vois, où elle se réveillait vraiment juste pour téter. Ouais. Tu vois, enfin C'est beau. c'était mais je pense que en fait ça, on en parlera un peu plus tard, mais moi, c'est là où j'ai eu vraiment mon déclic pour ma boîte, parce qu'autour de nous, on avait des jeunes parents qui n'avaient pas tout ce bagage-là de connaissances. Bah, les premières semaines, les premiers mois, ça n'a pas été comme ça. C'est pas si facile pour tout le monde. Tu vois, c'est ça en fait. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais il y a un problème, quoi. Enfin, mais du coup, pour nous, ça a été fabuleux. On s'est pris des remarques un peu à droite à gauche de « Ah, mais vous la portez trop !» C'est les conseils qui rentrent par une oreille et qui sortent. Voilà. Oui, et puis en Ils plus, sont autant te dire que destinés là, à il faire s'était adressé à la mauvaise personne en plus, tu vois. Donc bon. Mais ouais, en fait, on a vraiment fait ça. Enfin, on a prôné ce truc-là. Et c'est vrai que du coup, ça a été très facile au début. On était crevés comme n'importe quel jeune parent qui dort de manière hachée. Mais on n'avait pas de difficulté en soi. Fatigué mais heureux. Mais c'est ça. L'arrivée d'un bébé au sein d'un couple, ça chamboule tout. Oui. Votre vie de couple, elle a pu reprendre quand ? Au bout d'un an. La première fois qu'on est sortis tous les deux, juste pour sortir tous les deux, c'était tard, hein. Non, la première fois on est sortis juste tous les deux, Ouais. Yuna avait 2 semaines et Mais on non, allait mais- au ciné. Non, mais je sais. Mais là, on est sortis entre deux tétés. Je te parle la première fois où, genre, vraiment, on est sortis en mode on n'a pas d'heure pour rentrer. C'était tard. C'était très, très tard, hein. Il me semble qu'elle avait plus d'un an, hein. Ce qui a été très dur pour notre couple, nous, ça a été le fait que Quentin travaille de nuit. Ouais. Que donc, il n'était pas là la nuit, mais qu'il n'était pas là non plus une partie de la journée. Oui, parce qu'il Et doit oui, dormir parce qu'il aussi. récupère de la Ouais. nuit. Et donc, en fait, pour moi, ça a été très, très, très dur à vivre. Et j'ai fini par péter un câble, d'ailleurs. On n'a jamais eu de problème de fond. Quentin, il écoute beaucoup et il s'éduque beaucoup. Ouais. Donc, en fait, la parentalité a mis en exergue de problématiques de couple hétérosexuel dans une société patriarcale, n'est-ce pas ? Mais Quentin, il se remet beaucoup en question. Et je pense aussi qu'il y a un côté qui aime bien un peu toutes ces questions-là de sociologie. Et donc en fait, c'est ce qu'il disait au début de l'interview, on a toujours beaucoup communiqué et on a eu des moments vraiment pas faciles, hein, on va pas se mentir du tout, mais jamais ça a remis en question soit nos valeurs, soit notre parentalité, soit notre couple, à moins que je sois pas au courant. C'est vrai, je ne le contredirai pas. C'est horrible. Mais voilà, c'est vrai sur que ça met le couple à rude épreuve, quoi. Ah oui, bah bien sûr, mais Ne serait-ce que par le simple fait que t'es plus juste un couple. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Je veux dire, enfin, Tu venais des parents et tout ton schéma Responsable. de relations sociales avec la personne avec laquelle t'es change complètement. Enfin, Ouais. je veux dire, le couple qui dit qu'il n'a pas été impacté par l'arrivée d'un enfant, a priori, il ment. Enfin, Oui. à lui-même ou aux autres, je ne sais pas, mais a priori, c'est... Mais après, ouais, reste que même si... Je pense qu'il y a eu des moments difficiles dans le sens où, du coup, chaque sujet autour d'un enfant devient vital et devient vraiment une question primordiale dans sa vie. Ouais. Du coup, forcément, ça prend des très grandes proportions parce que, justement, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'après, quand même, sur les grandes questions, globalement, on a toujours été assez d'accord. Et quand on n'a pas été d'accord, on a toujours réussi à échanger pour trouver un compromis
qui conviennent le mieux. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que la vie a été assez facile avec Yuna, c'est que du coup, n'ayant pas vraiment de difficulté à trouver comment faire front commun entre guillemets face à cette nouveauté, je pense que du coup, ça a une source de stress supplémentaire qu'elle n'a jamais connue et qui du coup a fait d'elle ce qu'on appelle entre grosses guillemets un bébé facile, quoi. C'est ça, et puis, alors après, on reste des êtres humains, donc on s'engueule, hein, Ouais. comme tous les couples. Normal. Parfois, on en a marre l'un de l'autre, comme tous les couples. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle les baby clash qu'on a pu avoir, très souvent, c'était dans des périodes compliquées de fatigue. Ouais, la fatigue, Tu ça, vois. ça la rend, fatigue, c'est fou, hein, ouais. à quel point Ça ça exacerbe impacte. absolument C'est tout. Le incroyable. moindre truc, ça pète. Ouais. Mm. Et c'est ça, en fait, quand on regarde un peu, les fois où on a vraiment été le plus dans le conflit et le plus à vouloir claquer la porte, quoi, c'était tout le temps dans des périodes de fatigue extrême. Soit sur des poussées de croissance, putain. Oui. Surtout que Yuna, ses poussées de croissance, elle les faisait pas à moitié, quoi. Donc soit sur des poussées de croissance, soit sur des moments de maladie de l'enfant, où du coup il y a parfois 12, 15 réveils par nuit, quoi, et t'en peux plus. Et ça dure pendant 10 jours, donc au bout de 10 jours à c'est une dormir, torture, en hein. gros, 30 Ah ouais. minutes par 24 heures. Ouais, c'est ça, en fait, c'est de la torture. Et c'est à chaque fois, quand on regarde un peu avec du recul, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est dans des Moments où, en fait, on était de base très vulnérables et du coup très à fleur de peau, quoi. Mais voilà, après, Quentin, il se documente beaucoup. On a forcément eu des questionnements, même par rapport à Yuna, sur la manière dont on l'éduque, en tant que petite fille aussi, tu vois, et où toutes les fois où il y a pu y avoir des sujets d'incompréhension, en fait, Quentin, il se rend vite compte que c'est parce que, en fait, il sait pas. Ouais. En fait, tout bêtement. Et du coup, il va se renseigner. Je sens que je suis dans une relation où je sais que ma fille, elle est respectée. Et c'est cool parce que nous, en grandissant, on ne l'a pas été en vrai. Même si les adultes qui nous entouraient pensaient qu'ils nous respectaient, en vrai, ils ne nous respectaient pas. Ouais. Et donc ça, c'est cool. Les premières fois où j'ai dit à Quentin, par exemple, moi, je ne veux pas éduquer Yuna par la peur. Même sur des tout petits trucs, hein, genre mets tes chaussures, sinon on va pas au parc, tu vois. Moi, ça, c'est pas possible. Et je lui avais dit, moi, j'avais peur de mes parents. Enfin, mes parents sont merveilleux, hein. Ils ont plein de qualités, mais je peux pas renier le fait que quand j'étais petite, j'avais peur d'eux, tu vois. Et donc, et moi, je veux pas ça. Je veux jamais que ma fille se dise qu'elle a peur de moi ou qu'elle a peur de nous. Donc ça fait partie des sujets qu'on avait eu beaucoup, sur lesquels on était d'accord. Ça te force à regarder ta propre enfance. Puis ça te force du coup à être parfois en conflit avec tes proches, parce qu'il faut que tout le monde soit raccord là-dessus. Puis tu remets un modèle qui est plutôt commun. Tu le remets Tu le remets en question, bien sûr. Et ça a pas toujours... Alors, je dis pas que ça a été mal accueilli, mais par contre, il y a une partie de nos proches qui ont été dans l'incompréhension pendant très longtemps, hein, à nous dire tu me saoules avec tes Ah ouais. tu me saoules avec tes principes, ou tu me saoules machin, tu vois, genre le fait de pas faire de bisous à notre fille si elle veut pas, tu vois, par exemple, tu vois, genre ce genre de truc où t'es là, mais sans oublier le mais- grand classique, nous on a fait comme ça et vous êtes pas morts. ouais, voilà, c'est ça. je suis juste traumatisée à vie. De toute façon, on peut plus rien dire. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Et, Ah ouais. mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux déjà parce que je pense que notre entourage a compris que quand il était question de notre fille, on était devenus vraiment des gens impitoyables. Intransigeant. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, moi j'aime beaucoup impitoyable. Mais moi j'aime bien impitoyable parce que c'est vraiment ça, genre en fait je laisse pas place à la discussion. Quand il s'agit de l'éducation de mon enfant, personne n'a son mot à dire à part Quentin. Quentin est la seule personne qui peut venir me dire voilà, ça sur l'éducation je suis pas d'accord. Quelqu'un d'autre, non, c'est mort en fait, genre il y aura Ça a pas sa jamais place. place à la discussion, jamais. On est d'accord. Tu vois, et ça parfois ça a pu être compliqué. Ça parfois ça a pu être compliqué, mais je pense que aussi un des trucs qui a peut-être un peu aidé là-dessus, je le vois beaucoup par exemple à travers ma mère, qui souvent était là, mais je comprends pas pourquoi vous faites comme ça, mais moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais pas fait ça, mais vous êtes chiant avec vos principes, mais qui justement plus le temps a passé et plus elle a vu comment Yuna évoluait, elle finit par me dire mais en même temps je vais arrêter de vous dire des trucs parce que vous faites du super boulot en fait, je dirais on voit le résultat de vos décisions, de votre façon de voir et de faire les choses avec elle. Du coup ok, vous faites pas comme nous on a fait, mais ok, ça marche. Je dis pas qu'à chaque fois elle comprend toujours et qu'elle accepte toujours tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on fait, mais je pense que Yuna se suffit à elle-même pour dire que le modèle parental qu'on essaie de lui appliquer, qui justement ne passe pas par la peur, la menace, la punition, etc., au final, ça marche mieux, enfin ça marche tout court, voire ça marche mieux que d'autres méthodes plus agressives, je dirais. Voilà, je pense que des mômes de 2 ans
qui rangent leurs livres quand on leur demande sans que ça parte en guerre. C'est révélateur quand même. Ou même c'est qui ça, nous ouais. disent, Yuna, elle arrive à nous dire quand elle a vécu des situations qui l'ont mise même mal à l'aise, elle arrive ouais à nous le dire. Ouais. Et voilà, Bien, ça. qui est pas peur de dire un truc tout bête qui m'est arrivé il y a quelques jours, mais je lui montrais un livre avec des cherche et trouve. Et je lui montre un objet, elle me dit bah, ça c'est un cartable, ça c'est un bureau, ça c'est machin. Et je lui montre une trousse. Et là elle me dit ça c'est. Bah ça je sais pas ce que c'est. et je me suis dit mais c'est super drôle. C'est que vraiment, enfin, je vois plein de gamins prêts à dire tout et n'importe quoi juste pour dire quelque chose. Et je pense que justement c'est une réaction peut-être au fait de cette peur peut-être qu'ils peuvent avoir. Alors qu'elle pour le coup, bah, quand il se passe quelque chose ou quand elle comprend pas quelque chose, ou bah, justement elle a aucune appréhension à poser des questions, à essayer, à tester parce que bah, elle sait que bah, s'il y a un danger, on lui dira et elle le comprendra. Et s'il y a des choses à aller chercher ou des choses à apprendre, elle ira les chercher. Ouais. Et C'est ça, et elle puis... est téméraire. Quoi. Ouais, Ça l'a en fait, rendue téméraire. on essaye de lui montrer qu'elle est notre égale. Tu vois, quand vous êtes arrivés, vous avez vu dans notre couloir, le placard de notre couloir, il est bien décoré. Hein. Oui, Ouais. une artiste. Ouais, il est artistique. Hein. En fait, à la base, elle a dessiné sur les murs. Et là, moi, j'étais pas d'accord qu'elle dessine sur les murs. Et sauf qu'elle voulait dessiner à la verticale. Et du coup, on a trouvé un compromis. Je lui ai dit, bah voilà, je lui ai dit, regarde, les portes du placard, maman, elle les déteste. Et elle s'en fiche. Et je lui ai dit, là, t'as le droit de dessiner. Mais par contre, tu dessines pas sur les murs. Et ben, elle dessine jamais. Depuis, elle a plus jamais dessiné sur les murs, elle dessine sur les portes du placard. Et donc, en fait, on a toujours été dans cette approche-là. Tu vois, genre, à l'époque où elle jouait avec les prises électriques, bon, bah, on lui a mis à disposition des prises électriques pas branchées sur secteur pour elle. Et on lui a dit, bah voilà, celle-ci, tu peux. Les autres, tu peux pas. Celle-ci, tu peux. Et maintenant, encore maintenant, quand elle veut brancher, par exemple, quand elle veut brancher, tu sais, sa veilleuse lapin, elle nous appelle pour qu'on aille la brancher. Mais par contre, c'est du taf. Ouais. Ouais, ça par contre. Par contre, c'est du taf, mais nous, on est trop contents parce que c'est vrai qu'on a une petite fille qui est ultra curieuse de tout. Tu vois, genre par exemple, elle mange de tout. De tout. Elle veut tout le temps tout goûter, elle mange tout le temps de tout. Et on est passé forcément par une période où elle en foutait partout. Mais genre vraiment partout. Et puis ça dure longtemps en plus. Et Hein. elle dure longtemps cette période. Et là, tu vois, Ouais. je me rappelle, on est passé par une phase où nos proches, ils comprenaient pas pourquoi on lui donnait pas ou pourquoi, tu vois, on lui disait pas, jette pas par terre, machin. Mais parce que nous, on savait qu'en fait, ça faisait partie de sa phase de son développement et qu'on le veuille ou non, ça allait arriver. Donc, il valait mieux que ça arrive à 8 mois plutôt que ça arrive à 4 ans. Et en fait, tu vois, ça fait partie des choix qu'on regrette pas du tout parce que actuellement, même quand elle mange de la semoule, on n'en ramasse plus par terre. Alors que même moi, j'en mets à côté. Non mais je te jure, c'est assez fou. Et puis elle est très autonome. Elle se met à table toute seule. Quand elle a fini de manger, elle me fait trop rire. Elle me dit maintenant je sors de table comme ça, tu vois. Enfin, elle s'auto-régule à mort là-dessus. Enfin, tu vois, pour nous ça a été ultra important ça. Et en fait, on essaye de lui montrer que bon alors on n'est pas laxiste, tu vois. Il y a des trucs sur lesquels on est intransigeant, bien évidemment. Mais en tout cas, on veut lui faire comprendre qu'à la maison, elle a une voix et qu'elle est au même niveau que nous. En fait, on est tous pareils. Non, c'est surtout que, en gros, elle comprend que ce à quoi elle est obligée, elle n'est pas obligée parce qu'on a décidé comme ça, sorti de notre chapeau, c'est comme ça que cela se passait. On lui explique systématiquement les conséquences des choses qu'elle fait. Pendant 6, 7, 8 mois peut-être, à chaque fois qu'on traversait la route, on lui prenait la main, à chaque fois on lui disait, tu vois, là, il y a les bandes blanches par terre, il y a les voitures qui peuvent passer, tu vois la voiture, tu la regardes passer. Et du coup, à chaque fois on lui disait, voilà, donc c'est dangereux, donc il faut donner la main, etc. Elle n'a pas traversé une route de ses 1 an à ses 1 an et 8 mois, mais à chaque fois qu'on passait devant, on lui expliquait, on prenait le temps. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui dire. C'est dès qu'on passe à côté d'une route, elle regarde, ah papa, regarde, il y a la route, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Ah bah on donne la main. Bon bah ok, on donne la main, elle donne la main et elle traverse. Et c'est jamais une bataille, c'est jamais une... Du coup, tu vois, pour nous, c'est jamais une angoisse qu'elle marche dans la rue toute seule, parce qu'elle refuse qu'on lui tienne la main sinon. Quand elle était toute petite, ou pour la plupart des gens, bah, c'est un bébé, ça n'a pas d'opinion. Tu vois, en fait, moi, j'avais lu une étude 3 mois avant, comme quoi, en fait, un bébé de 3 mois, ça fait des choix déjà. Ça fait des choix de préférence. Et du coup, bah, nous, en fait, on est toujours parti du principe que bah, elle sait peut-être pas parler, elle sait peut-être pas marcher, mais en fait, elle sait faire plein de trucs. On faisait les signes aussi beaucoup. Tu sais, on signait beaucoup. Ouais. Les premiers signes qu'elle nous a fait, Yuna, elle avait 7 mois. C'était quoi ? C'était Musique. Ah ouais, premier, c'est musique. Oui, c'est vrai que C'est le quoi premier, le c'est signe de musique. musique ? C'est comme ça. Désolé pour les auditeurs, mais... Ah, ok. Ouais. Et elle nous faisait dès qu'elle entendait de la musique, on la voyait, et tout d'un coup, ses mains, elle faisait comme ça. Ok. Donc elle comme un chef d'orchestre qui Voilà. donne le tempo, quoi. C'est ça. Après, il y a eu effectivement le encore, mais avant ça, il y a eu le papa. C'est quoi, papa ?
papa, c'est comme ça. Mais bon, Ok. elle faisait comme ça. Ok. Parce que elle avait 8 mois, donc la motricité fine, c'était pas... Voilà. Ouais. Donc elle faisait comme ça, donc elle mettait sa main au coin de la bouche dès qu'elle voyait son père. Plein de trucs comme ça, où pareil, au début, quand elle avait 2 mois et qu'on signait déjà avec elle, nos proches, ils nous regardaient genre, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Ah ouais, mais en fait, c'est le début de l'éducation, c'est le début de On a mis l'apprentissage, quoi. Non, puis surtout, c'est Elle quand est là elle a en mode- commencé. Encore, c'est fou. Hein, c'est Quand elle commençait à parler, où elle nous disait encore ça, encore ça, encore ça. Et quand on répondait pas, c'était mais encore ça. Genre, t'as pas Enfin, compris, là t'entends pas ce que je te dis. Donc tu nous disais là, tout à l'heure que par essence c'est né quand tu voyais les autres parents autour de toi galérer alors que toi en fait tu avais les connaissances qui faisaient que tu galérais moins. Comment ça a démarré ce projet ? En fait, du coup, les soucis sur les prises en charge du postpartum, je les connaissais depuis longtemps, mais tu sais, c'était pas concret. Je pense que tant que tu le vis pas, c'est pas concret. Donc j'avais beau savoir qu'il y avait un problème et qu'il fallait peut-être que quelqu'un fasse quelque chose, comme je me sentais pas concernée, et voilà. Mais du coup, quand j'ai eu Yuna en même temps que des proches autour de moi qui ont eu leurs enfants plus ou moins avant, plus ou moins après. Et en fait, en discutant avec eux, le constat que j'ai fait, c'était qu'une bonne grosse partie de leur stress au quotidien, c'était lié au fait qu'ils ne comprenaient pas forcément tout ce qui se passait avec leur bébé, et tout ce qui se passait chez eux, et tout ce qui se passait dans leur couple. Et en fait, un jour, je suis allée chez une amie qui avait un bébé à peu près du même âge que Yuna, et en fait, on les pose l'un à côté de l'autre, et là, Yuna, elle commence à ouvrir la bouche et à tourner la tête des 2 côtés, sauf qu'elle venait de bouffer, donc je savais qu'elle n'avait pas faim, et donc du coup, je lui ai donné sa tétine. Et là, ma pote me dit « Ah, mais toi aussi, ton bébé fait ça ?» Et du coup, je l'ai regardé, je fais « Bah oui. » Il me dit « Mais moi, je pensais qu'il avait un problème, mon bébé, de faire ça. » Et du coup, je lui dis « Non, je lui dis c'est juste qu'elle cherchait à téter, en fait. » Mais juste, comme elle connaissait pas, si tu veux, les signes de succion, moi, je m'étais jamais posé la question, tu vois, c'était tellement automatique. En fait, du coup, pour elle, c'était un stress. Ouais. Et en fait, là, j'étais là, genre, ah non, mais ça va pas, enfin, c'est pas possible, c'est pas normal. Et on était en Bretagne. Cette même amie m'appelle, elle était pas bien du tout. Et donc, du coup, moi, je pouvais pas faire grand-chose depuis la Bretagne. Donc, j'ai appelé Marine, qui, à la base, est une collègue de Réa, qui est bien sûr devenue une de mes amies les plus proches. Elle est puéricultrice, elle. Donc en fait, elle a moi, je suis pas puéricultrice. Moi, j'ai appris tout sur le terrain. J'ai toujours fait de la pédiatrie, mais j'ai tout appris sur le terrain. Donc en fait, Marine, en plus de très bien travailler, elle a une expertise de connaissances théoriques par ses études que moi, j'ai pas aussi. Et donc c'est une vraie plus-value. Vous êtes Pour complémentaires. nous, ouais, c'est ça, exactement. Elle a des connaissances plus techniques sur certains points que moi, et on en a besoin chez Parasense, tu vois. Du coup, c'est elle que j'ai appelée. Et je lui ai dit, écoute, tu connais pas ma pote, elle ne te connaît pas. Je lui ai dit, mais en fait, là, elle peut pas rester toute seule, il faut que quelqu'un aille la voir. Et du coup, elle est partie la voir entre 2 gardes. Elle est partie la voir chez elle. C'est hyper sympa. Hein. En fait, ouais. Franchement. Mais, et en fait, ce même jour, j'ai appelé Marie, mon autre associée, qui est une amie de très longue date, qui elle n'est pas du tout dans le médical, ni dans ce milieu-là de base, mais je savais que si je faisais un business ou si si j'avais une idée que vraiment je voulais mettre en route, c'était à elle qu'il fallait que je demande. Elle est, plus précisément, elle est UX, UI designer, donc en fait elle fait de la recherche utilisateur. Et donc je savais qu'elle avait les clés de tout un monde que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Et puis même, en dehors de ça, elle a une personnalité qui me plaît, enfin bref, c'est ma meilleure pote, quoi, c'est pas pour rien. Et du coup, je l'ai appelée et je lui ai dit, écoute, Marie, voilà, je lui ai dit, écoute, il y a ces problèmes-là et moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour résoudre ce truc-là. Et genre, elle a même pas hésité une seconde, elle m'a dit, ok, go. Et je lui ai dit, d'accord. Je lui ai dit, par contre, je voudrais qu'on propose à Marine aussi, donc elle la connaissait pas beaucoup à l'époque. Et donc, je lui explique pourquoi, et elle m'a dit, bah, ok, go. Et donc, en fait, on s'est posés toutes les 3 et on s'est dit, ok, bah, y a ces problématiques-là, comment on va les résoudre? Et donc, au début, on avait pensé à faire Donc, on a fait de la recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'interviews, on a fait circuler des questionnaires. En fait, on savait les problématiques, mais on voulait vraiment, tu sais, une preuve chiffrée qu'on n'était pas sur la mauvaise voie. Une confirmation. Voilà, c'est ça.
Donc pendant plusieurs mois, on a fait ça, ça nous a pris du temps. Et puis de cette recherche-là, en fait, on a créé du coup des accompagnements qui se passaient sur plusieurs mois pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Mais en fait, ce format marche pas parce que on s'est confronté à un mur qui est que tous ceux à qui on parlait qui avaient déjà eu des enfants, ils nous disaient tous « Ah, si vous aviez existé pendant ma grossesse, ça aurait été génial, etc. Mon premier enfant. C'est ça. Sauf que quand on allait exposer ce qu'on faisait aux parents qui étaient en attente d'un enfant, en fait, pour eux, c'est tellement pas concret du tout qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de nous. Et ils comprenaient pas. Non, pas du tout. Et C'est donc, normal. en fait, on était là, mais en fait, comment on fait pour résoudre ce truc-là ? Et du coup, on a intégré un incubateur de start-up qui s'appelle Willa. On a intégré celui-là en particulier parce que Marie, elle avait déjà eu un premier contact parce qu'elle avait travaillé pour une start-up qui avait été incubée chez eux. Et Eve Simonet était incubée chez eux aussi. Donc, du coup, on voyait par elle comment ça se passait aussi. On est allé chez eux parce qu'ils incubent des startups qui sont initiées ou co-initiées par des femmes. Et en fait, quand on est allé chez eux, en fait, on s'est pris quelques petites claques qui sont... heureusement qu'on se les ait pris. Mais en gros, on a discuté avec plusieurs gens de plusieurs milieux qui, en gros, nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dit qu'en fait, ce qu'on proposait, c'était génial, mais qu'on avait 10 ans d'avance. Et que, en fait, il fallait d'abord une prise de conscience de la population générale. Et que ça relevait d'une campagne de santé publique. Et que nous, on n'est pas du tout... on peut pas faire ça. Et du coup, on s'est dit, ok, comment on va faire ? On est parti sur un nouveau modèle qu'on est en train de développer en ce moment, où en fait, on a créé des packs vidéo de e-learning qui vont permettre aux parents d'avoir tout notre savoir qu'on veut leur communiquer en vidéo sur des modules. Donc, c'est des vidéos assez courtes. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent les regarder quand ils veulent et quand ils peuvent, aussi surtout, et sur des sujets spécifiques qui leur parlent. Donc, du coup, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on est en tournage de ces packs vidéo actuellement. Donc, en fait, c'est nos accompagnements qu'on faisait sur plusieurs mois à la base qu'on a mis en fait en vidéo. Et en plus de ça, on propose quand même, parce que nous, tu sais, à la base, on est infirmière, on aime le contact avec les gens. Et donc, on propose aussi des rendez-vous à domicile de 2 heures. Soit les parents nous demandent sur une problématique qui est spécifique, soit ils ont plein de questions et besoin qu'on réponde à leurs questions. Et du coup, on passe 2 heures à faire ça. Et donc ça, c'est un format qu'on aime beaucoup parce que nous, on adore ce contact-là. Et puis en plus, oui, et puis en plus, tu sais, chaque bébé est différent, chaque parent est différent, chaque mode de vie est différent. Et du coup, nous, ça nous permet de proposer des solutions qui sont vraiment adaptées. Tu vois, pas un truc un peu générique où c'est comme ça et puis c'est tout. Oui, tu là, vois, c'est vraiment adapté à tel il y a la vraie bébé, vie, quoi. Ouais. pas aux autres, parce que du coup, celui-là, C'est il ça. fonctionne comme ça. C'est ok. ça. Et ça, c'est un format qu'on aime aussi beaucoup parce qu'on se le fait... parfois, on est offert en cadeau de naissance. Trop Et bien. ça coûte combien les packs ? Vous savez déjà à peu près combien ça coûtera ou... Non. Par contre, nos consultations à domicile, donc on se déplace à domicile pendant 2 heures et ça coûte 90 €. Et on est sur toute l'Île-de-France. Et si on n'est pas sur l'Île-de-France ou pas sur Paris, on les fait en visio aussi. Et en visio, c'est 70. Par essence, ça vient d'où ? C'est quoi ? Alors en fait, on voulait... Matrescence. J'ai pensé à matrescence, moi. Oui, en fait, on voulait... c'est un mot qu'on a inventé, que Quentin a inventé. En fait, il y a 2 concepts qui existent. Il y a le concept de la matrescence et le concept de la patrescence, qui ont été des concepts qui ont été développés à l'université de Columbia. Et qui, en gros, parlent non seulement de ce qui se passe d'un point de vue psychologique, mais en fait, tu sais, quand tu deviens parent, ton cerveau, il change vraiment de structure. Hein. Ouais. Voilà. Comme l'adolescence. Exactement. Ouais. Et donc, nous, on voulait un mot qui parle, qui rappelle ça, cette crise identitaire-là, mais qui soit commun, en fait, qui soit non-genré. Et donc, c'est pour ça que Quentin a trouvé par essence, parce que du coup, tu sais aussi bien pour les femmes que pour les hommes, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux. Et même notre logo, c'est le conjoint de Marie qui nous l'a dessiné. Et notre logo, c'est deux personnes en une qui tiennent un bébé. Et tu peux pas dire si c'est des femmes ou des hommes, ou tu peux pas. Ok. Il n'y aurait pas par essence aussi sans Quentin ?
Quand j'ai dit à Quentin que je quittais l'assistance publique, Ouais. que du coup je me retrouvais dans une situation instable, etc. Enfin, ça fait 2 ans que c'est Quentin qui gère le foyer en termes de piliers, tu vois. Je pourrais pas faire ce projet pro si derrière Quentin il croyait pas aussi au projet, et si c'était pas, tu vois, genre, il sait que je suis militante à fond, mais pour moi c'est aussi un moyen pour lui de faire sa part de militantisme là-dedans, tu vois. Enfin, Enfin, voilà, je pourrais pas faire par essence. Merci, si Quentin. Non, mais moi je fais ça uniquement parce que mon modèle familial, c'est la famille des années 50. Père qui ramène Voilà. l'argent. Donc, comme quoi le patriarcat, c'est pas si mal. Non, t'es ma boule. Fais attention. Hein. Non, mais faut bien admettre que, voilà, qu'il y a ce truc-là. Tu vois, le mois prochain, je sais pas quel salaire j'aurai. Tu vois, je sais pas si j'aurai un salaire, je sais pas, tu vois. Et lui, Quentin, il a cette constante-là qui est top, mais du coup, tu vois, il comble, il fait des heures sub, etc. Enfin, voilà, donc c'est pas facile. Tu vois, il est passé de jour aussi pour ça. Il travaille plus de nuit, Quentin. Il est passé de jour parce que avec son travail de nuit, moi, je pouvais pas faire ma boîte. Ouais. En fait, c'était pas possible, c'était pas compatible. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que j'espère que je pourrai très vite te le rendre. Non, mais après. Non pas qu'on compte les points, mais tu vois, il y a. Non, heureusement. Mais, Il y a un Tu vas déséquilibre, te c'est ça? calmer, oui. Il y a un déséquilibre aujourd'hui, c'est ça? Bah, il y a un déséquilibre sur la charge financière du foyer, Ouais. c'est sûr. Ah bah oui, bien sûr, c'est évident. Oui, Ok. c'est évident. Et après, on fait tous les deux des sacrifices sur nos tafs respectifs. Ouais. Mais c'est Quentin actuellement qui prend plus parce que faut que je lance. Mais du coup, on s'est donné une date limite avec les filles. Tu vois, il y a un moment aussi où il y a la vie, quoi. Donc on a une date limite. Voilà, je vais pas faire de l'entrepreneuriat pour le plaisir s'il y a un moment où c'est plus possible, quoi. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Sacha et Quentin de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. C'était vraiment top. Chez On a vous, passé en un plus, super à moment. Paris. Ouais. Ouais. C'était vraiment chouette. Ouais. En plus, avec un chat, Lilo. Les enfants sont bien gardés. L'enfant est bien gardé. Ouais. Elle est très bien gardée. Et merci beaucoup, c'était chouette. Bah, T'as c'était apprécié, avec toi grand plaisir. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Bah, c'était trop cool. Merci Bien beaucoup. de toucher. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!